done. And the mouth of madness. Yours to deliver, Trent. Bienvenue dans Dear Horror Movie, le podcast qui a le cœur à la bonne place, à savoir planté au bout de la machette du boogeyman. Armé de ces questions toujours plus acérées, au moins autant que son humour, notre invité du jour n'a de cesse d'ouvrir, de ses mots experts, le crâne de ses victimes éperdument consentantes pour faire accoucher leur esprit. Sa chaîne, Microciné, est un colossal tableau de chasse comptabilisant pas moins de 748 trophées, sacré body count. Leur point commun ? Des amoureux du 7e art. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un boogeyman dont je vous parle, mais bien du héros de notre épisode du jour. Érudit, passionné et passionnant, toujours humble et généreux, il a l'incroyable talent de faire renaître chez son interlocuteur une subjectivité cachée. Bienvenue, My Dear Samir. Blood, violence, freaks of nature? Well then, come on down to Captain Spaulding's Museum of Monsters and Madmen. Eh ben écoute, salut Samir, on est parti dans la foulée. J'espère que tu vas bien. Déjà, je vais te demander comment tu vas déjà. Comment vas-tu ? Écoute, déjà, je suis très content d'être à droite. Pour une fois, ça me fait sacrement plaisir. Je vais essayer d'honorer cette place qu'on me donne le temps de je ne sais combien de... Enfin, on verra. Mais non, sérieusement, je suis très content d'être là, à côté de toi, et qu'on ait ce dialogue, parce que ça fait quand même ça fait un bon bout de temps, finalement, oui, qu'on n'a pas discutaillé sur je ne sais quoi qui serait cinématographique. Donc, content d'être là, et en parallèle, super épuisé, parce qu'il y a une tournée qui se fait actuellement sur YouTube. Je crois que je suis le premier à l'avoir. Je crois que je suis le premier YouTuber à faire un truc comme ça. Je pense, hein. Il faudrait vraiment qu'on vérifie dans les archives, dans le dark web. Mais donc vraiment épuisé, mais content d'être là. Eh ben, si, je suis hyper content de ça, parce qu'en plus c'est la première fois, parce qu'effectivement on a déjà discuté moult fois sur ta chaîne, donc sur Microciné, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, parce qu'il y en a peut-être encore, et c'est une erreur évidemment qu'il va falloir vite réparer, donc la chaîne est en description évidemment, il faut y aller. Je mettrai des liens de façon ça et là en description pour que vous puissiez, que vous ayez toutes les informations possibles pour aller vous rendre sur cette chaîne absolument passionnante, menée de main de maître si je puis dire. Et donc pour le coup, je suis très fier parce que c'est la première fois et très honoré parce que c'est la première fois, mine de rien, que tu viens sur ma chaîne. Parce qu'on avait parlé un petit peu de faire des choses et finalement, le temps avait fait qu'on avait chacun des choses de l'autre côté et qu'on n'a jamais pu finalement se rencarder pour trouver un moment. Et là, il s'avère que ce podcast est l'occasion. Et puis en même temps, tu es venu donc vers moi il y a quelques semaines pour le coup, parce qu'il y a un événement important qui se produit d'ici quelques jours et pour lequel tu as fait le tour de diverses chaînes youtubesques et dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Ça va être l'occasion en fait. On est évidemment dans un épisode d'Horror Movie, donc on va discuter, c'est le second, mais il est déjà un peu spécial quand même le dire, les youtubeurs. Cet épisode est un peu spécial parce qu'il l'est de fait un petit peu. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure en détail et ça explique un petit peu ton état de fatigue avancée. Parce que tu approches évidemment d'un... Et puis, petite chose au passage, il n'y aura pas d'image, puisque l'idée, c'est comme on est vraiment sur le format podcast, pour ceux qui n'ont pas d'image, quand Samir disait tout à l'heure qu'il est à droite, évidemment, c'est parce qu'il est à droite sur StreamYard, évidemment, et il n'a pas basculé du côté obscur de la force, si je puis dire ainsi. Mais, c'est une parenthèse.
Peut-être, je sais pas. Peut-être. L'épuisement, ça peut arriver. Là. Voilà, c'est ton Donc en jamais. tout cas, il est à droite. Et pour le coup, ce soir, nous allons discuter alors d'un film qu'il a choisi, mais en lien avec ce moment important qui va arriver d'ici quelques jours et dont tu vas nous parler ici, puisque pour le coup, tu es venu donc me demander un petit peu d'avoir ce petit moment, cette petite tribune sur la chaîne pour pouvoir un petit peu en parler. Et puis, ça nous donne l'occasion aussi de parler d'un film en lien de manière plus ou moins directe, mais plus que moins, avec cet événement qui arrive donc d'ici quelques jours. Donc bah écoute, Samir, ce qu'on va faire, je vais te demander un petit peu, parce que c'est la première partie de l'émission, et puis ça nous permet justement d'introduire cet événement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas un petit peu dans le domaine de YouTube, puisque finalement, encore une fois, c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne. Et puis, pourquoi pas, alors, on va peut-être plutôt en parler quand je vais te demander pourquoi le choix du film, ça va être le moment pour pouvoir expliquer un petit peu le lien avec cet événement. Mais déjà, voilà, présente-toi et bah, dis-nous qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas la chance de te connaître, évidemment. Déjà, merci beaucoup vraiment d'être là. Ça me fait, je le répète, mais ça me fait vraiment plaisir. Écoute, je suis ce qu'on appelle un cinéphile errant, c'est-à-dire que j'ai essayé de toucher un petit peu à tous les aspects de ce qu'on appelle la critique de cinéma. Oui, le cinéma en moi, oui, c'est basique de dire ça, mais en même temps, c'est la vérité. Je veux dire, je suis dedans depuis toujours, depuis gosse, et pour plein de raisons qu'on pourrait peut-être évoquer vis-à-vis de Pulsion, parce que c'est le film en l'occurrence que j'ai choisi, de West Kill. Mais pour aller très vite, j'ai été critique de cinéma à partir de 1997-1998. J'étais en fac de cinéma et je faisais partie de ce 1% qui souhaitait en faire son métier. Généralement, quand on est dans ce genre d'endroit, c'est pour faire des films, fabriquer ses propres images. Non, moi j'avais envie de parler des films et d'écrire surtout, d'écrire. Voilà, ça c'était c'est un élément important me concernant l'écriture, le style littéraire, l'écriture c'est particulièrement important pour moi, même si je suis autodidacte. Et comme je suis arrivé au moment où Internet prenait son envol, et évoluait aussi, eh bien j'ai commencé à travailler de site internet en site internet, où parfois j'officiais en tant que rédacteur en chef, où j'apprenais tout sur le tas, où parfois j'étais juste critique de cinéma, puis ensuite je me suis ouvert à la presse écrite. J'ai été ce qu'on appelle un pigiste. Voilà. Et j'ai donc touché à tous les aspects de la critique. D'abord l'exercice littéraire, que cela soit sur Internet, puis le journal papier, comme on disait. Ensuite, j'ai essayé la radio. Ça a été un moment très, très, très important pour moi, qui a été extrêmement court. C'est aussi un aspect de la critique, l'oralité. Il y a eu aussi la programmation. J'ai été directeur artistique et programmateur indépendant. Ça fait partie aussi de la critique de cinéma, donc, parce que c'est quand même une éditoriale, donc on a la subjectivité. Ça aussi, ça a été ce sont des expériences vraiment vraiment très importantes pour moi, et je pense que parce qu'il y a eu ça, il y a le festival Microciné, et puis au bout de 22 ans d'exercice littéraire, j'ai vu que j'avais fait le tour, et je me suis rendu compte que finalement j'avais envie de les fabriquer, ces images, parce que pendant 22 ans j'ai écrit sur les images des autres, mais en même temps je dialoguais avec ces images en leur proposant mes propres images. Mais ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Et donc, je me suis lancé dans l'autoproduction de documentaires. Et j'en arrivais au troisième, mais le troisième, c'était un peu compliqué pour plein de raisons. On sortait du Covid, et un ami de la fac me revient vers moi en me disant pourquoi on relancerait pas le fanzine que j'ai créé à la fac de Nanterre quand j'étais en 98, et qui s'appelait Querelle. On s'est dit pourquoi pas, sur les 3 avec moi étaient partants, et c'est comme ça qu'on a créé la chaîne YouTube Querelle en décembre 2021, je crois. Attends,
Décembre 2020. Décembre 2020. Ça s'est plutôt très bien passé. On a eu 1000 abonnés. Paraîtrait-il qu'au bout d'un mois, avoir 1000 abonnés, c'est pas évident. Et moi, au bout d'un mois, je les ai quittés parce que j'ai vu que on n'avait pas du tout la même envie éditoriale. Et donc, le 27 janvier 2021, j'ai créé Microcidé. Et donc, je suis sur YouTube depuis 3 ans. C'est très surréaliste me concernant. Et je crois que je suis devenu la chaîne préférée des universitaires. Ce qui est pour moi une revanche sur le Lascar qui allait à la fac parce qu'il prenait le bus. Donc les choses sont très 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 particulières. Non, en étant un peu sérieux, je suis super fier d'avoir eu des conversations avec des universitaires pour plein de raisons, mais ça on en parlera un autre jour. Voilà. Et en parallèle, j'écris un livre et je suis en train de terminer ce 3e film qui prend du temps. Voilà, en gros, ce que je suis. J'avais juste une petite question subsidiaire qui n'a pas de rapport direct avec l'émission en tant que telle, mais j'avais envie quand même de te poser par rapport à ce que tu disais. Le fait d'être passé de l'exercice critique dans un premier temps et d'avoir basculé à la réalisation, est-ce que, dans une certaine mesure, ça a modifié ta perception du travail de critique? Est-ce que ça a une incidence sur ton travail de critique ou de commentateur ou de dialoguiste, d'individus qui dialoguent avec les images? Est-ce que le fait de les avoir fabriqués à un moment donné, ça a modifié et de continuer à en fabriquer, tu parles de ton 3e film pour le coup, mais est-ce que ça a altéré, modifié ou dans une quelconque mesure ton rapport à l'image en tant que critique, commentateur, etc. Est-ce que... Alors, lorsque j'ai commencé à faire des films, j'ai vraiment cessé toute activité littéraire. Enfin, littéraire, je veux dire toute activité critique dans l'idée de d'écrire. J'ai vraiment pratiquement cessé tout ça. Donc, mais par contre, moi, je me suis toujours dit que, enfin, je l'invente pas. Je reprends des choses que j'ai entendues ici et là, mais faire un film, c'est aussi une manière de regarder donc le monde et la critique de cinéma, c'est d'essayer de comprendre comment un tel ou un tel regarde le monde en lui confrontant aussi son propre regard. Donc on est dedans, un cinéaste c'est aussi peut-être par définition peut-être aussi critique de cinéma. Par contre, quand j'ai commencé à exercer sur YouTube avec Microciné, même si je suis dans l'oralité, il m'arrive parfois, quand je me retrouve face à des cinéastes, de m'intéresser davantage à l'économie de leurs films. Ça, oui. Et parce que je suis passé par là et ça m'intéresse davantage. Après, je suis pas dans la critique, c'est-à-dire je me refuse lorsque je me retrouve en face d'un cinéaste de lui dire si le film fonctionne en moi ou pas. C'est ma position, mais j'essaye quand même, de par une manière d'envelopper les questions, de lui faire comprendre peut-être que, par exemple, si je dis ne craignez-vous pas si vous faites ça comme, en gros, ça veut dire c'est le contraire. Ça veut dire moi je trouve que quand tu as fait ça, c'est que il y a un truc qui n'a pas fonctionné pour moi. Voilà, c'est une manière comme ça d'envelopper et puis voilà, après c'est un choix. Mais oui, l'aspect économique du film, ça, fut un temps, je mettais ça un peu de côté, tout simplement par ignorance aussi. Et maintenant, oui, parfois ça m'intéresse, parfois ça m'intéresse davantage et très souvent je le dis et j'essaie d'en savoir davantage et surtout que voilà, on peut parler de l'économie d'un film. Avec un cinéaste français ou un cinéaste sénégalais ou un cinéaste, je sais pas moi, anglais, enfin il y a beaucoup de différences et puis ça dit aussi des choses de la société parce que ça dit tout le temps des choses de la société. Donc oui, pour répondre à ta question, oui. Non, c'est très très intéressant. Alors justement, on va rentrer progressivement après ces réponses extrêmement intéressantes, riches et généreuses, sur justement le film que tu as choisi, en tout cas pour cet épisode, autour duquel on va discuter et qui va être l'occasion justement de parler de ce dernier point un petit peu de ce qui fait ton parcours, si je puis dire, et qu'en est peut-être qui est actuellement contemporain, si je puis dire, ton parcours. Je sais pas si l'expression est bien dite, mais dans tous les cas, voilà, c'est le festival Microciné. J'ai compris en tout cas, j'ai compris l'expression. Voilà. C'est ma déformation prof de philo, parfois je fais des circonvolutions pour dire des choses très simples. Mais globalement, l'idée, voilà, c'est de pouvoir amener ce festival, donc cette 2e édition, et de pouvoir en discuter. Et donc, tu as signalé tout à l'heure le film dont nous allons parler, à savoir Pulsion de Brian De Palma.
parce que pour le coup, le lien qu'on va faire avec le festival, c'est De Palma, donc ça va être l'occasion justement d'en parler. Donc ce que je t'avais demandé dans un premier temps, qui est un peu la tradition, mais finalement du deuxième épisode, mais une tradition qui s'installe dès le deuxième épisode, de ce que j'ai appelé la Bloody Letter, donc écrire une lettre pour le coup au film en question que tu as choisi. En tant que prof, je t'ai donné un devoir. Et non. Et comme tu es un bon élève. Bien sûr. Mais pour le coup, je m'attendais totalement parce qu'effectivement, tu es vachement occupé et tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail cela après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette lettre va être enregistrée a posteriori de l'émission. Je la rajouterai au montage, qui sera certainement absolument passionnante et pleine d'amour pour le film que tu as choisi. Et donc, on va l'insérer ici. Maintenant, là, il y a un petit place dans lequel on va glisser la chose. Une fois, j'ai vu un homme pleurer. C'était dans une salle de cinéma. Il y avait du monde. Il n'y avait pas de film. Il y avait juste lui sur scène avec un interprète et quelqu'un qui posait des questions. Et cet homme, à un moment, pleure et dit: cette histoire est trop triste. Ça me rappelle des souvenirs. Cette histoire est trop triste. Cet homme, c'est Brian De Palma. Et Outrage, un de ses films les plus intéressants, les plus importants, un peu mal aimé, mais qui aujourd'hui commence à être réhabilité de plus en plus, venait d'être projeté. Et De Palma, au bout de 5 minutes, se rappelle la musique, se rappelle aussi ce que le film dit, mais ce que le film dit aussi en lui, de lui, et il pleure. De Palma pleurer, c'est un soulagement pour moi. J'ai toujours été très particulièrement déstabilisé par ces films, surtout la manière qu'il a de tuer les filles dans ces films, les femmes. Et toi, Pulsion, toi, ce film vu à la télévision, très tard, au début de l'adolescence, sur M6, en version française, en deuxième partie de soirée. Pulsion, c'est une manière de revisiter aussi la cinéphilie des uns et des autres, et de la mienne d'ailleurs. Tu m'as fait beaucoup de mal, Pulsion. Et en même temps, tu m'as mis de côté pour un certain temps. C'est le film de la marge, je suis en marge. La cinéphilie, c'est aussi une histoire de marge. Et comme disait Godard, c'est ce qui tient les feuilles. Pulsion, c'est un film sur la mort de l'icône, c'est un film sur la mort du cinéma, et donc comme c'est la mort du cinéma, eh bien il faut renaître, et De Palma va renaître, et ça donnera d'autres films dans les années 80, où il va s'intéresser plutôt à la multiplicité, non pas des points de vue de la cinéphilie, mais des points de vue de la télévision, et ça c'est autre chose. Pulsion est un grand film, pas du tout malade, c'est juste un grand film. Il y a des malades dans ce film, certes, mais c'est un grand film. Mais comme tout grand film, il faut l'approcher doucement, progressivement. De temps en temps, il faut le mettre de côté, il faut y retourner. C'est ça les grands films. Et puis les grands films nous font grandir aussi. Et ils nous promettent constamment ce monde où l'adulte doit constamment ne pas oublier qu'il a été un enfant. Pulsion, c'est le film de quelqu'un qui n'oublie pas qu'il a été un enfant. Mais un enfant qui a toujours ce petit sourire en coin. Pourquoi as-tu choisi Pulsion de Brian De Palma? Puis ça nous permet de faire cette petite parenthèse fort sympathique pour parler de ce festival, de cette deuxième édition du festival Microciné. Il y a 2 films de Brian De Palma qui m'ont mis dans un état de transe, c'est-à-dire que et de frayeur aussi. C'est-à-dire que Carrie et Pulsion. Non pas que j'ai été effrayé parce que j'ai eu peur, pas du tout. J'ai été effrayé par des séquences
précises dans ces deux films qui m'ont mis dans une situation extrêmement inconfortable. Est-ce que j'ai été choqué? Je sais pas. Est-ce que j'ai été déstabilisé? Oui. C'est-à-dire que je l'ai ressenti même physiquement. Et rares sont les moments que rares sont ce genre de moments que j'ai eu en tant que spectateur. Et étrangement, à chaque fois, c'était devant c'était pas dans une salle de cinéma, c'était dans mon salon, face à la télévision, face à un programme de télévision. Et d'ailleurs, pour le coup, les deux films, je les avais vus sur M6 et en version française. Je veux dire, il y a pas il y a rien qui donne l'envie de, mais bon, voilà. Et moi, je me souviens de l'ouverture. Je me souviens de l'ouverture de Carrie qui m'a vraiment perturbé. Non pas le match de volleyball. Je crois qu'elle joue au volleyball, les élèves. Non, elle joue au volleyball. Non, c'est ensuite, quand elle se retrouve dans le vestiaire, et que il y en a quelques-unes qui prennent une douche, et d'autres ont fini, donc elles s'habillent, et il y en a voilà. Donc la plupart, quelques-unes sont dénudées, et Carrie prend sa douche, et cette caméra comme ça qui se balade et qui rentre en immersion dans cet endroit-là et qui pénètre. C'est une caméra voyeuriste pour le coup, et en même temps elle est extrêmement douce, donc c'est ça qui est effrayant pour le coup, très terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Puis on s'approche de ce corps, cette jeune fille qui rousse avec des taches de rousseur et qui a un moment comme ça en elle est apaisée, elle prend sa douche, elle est apaisée alors qu'elle vient d'avoir un petit coup de chaud par rapport aux filles lors du match de volleyball. Et puis il y a cette petite musique très simple et très lancinante aussi. Je crois qui avait fait la musique, c'est Badalamenti, c'est ça? Non, je sais plus qui avait fait la musique. C'est Pio Donaggio ou c'est Pio Donaggio. Je sais plus. Je crois que oui. Et elle est extraordinaire cette musique aussi. Puis voilà, et d'ailleurs l'onirisme de cette ouverture, on en parlera, je pense, avec Pulsion, parce qu'on est dans cette période onirique, et où aussi il y avait aussi dans Obsession, enfin ça. Et moi j'étais complètement désarçonné parce que je voyais, parce que je savais que Carrie était un film d'horreur, donc j'étais extrêmement désarçonné par ça. Et puis il se passe quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Il se passe que, et pour elle et pour le spectateur que je suis, à ce moment-là, elle a tout simplement, et je le dis de manière très grossière, elle a ses règles. Et elle découvre ça, elle ne savait pas, elle ne comprend pas ce qu'elle a. Et moi, spectateur, je ne comprends pas qu'elle ne sache pas ce que c'est. Et puis surtout, je ne comprends pas. Enfin, c'est pas que je ne comprends pas, mais je suis désarçonné par cette rupture de ton qui se fait pratiquement dans le même cadre, dans la même action. Et j'ai été extrêmement perturbé, c'est-à-dire que physiquement, je me sentais très très mal. Et c'était pas du tout une peur ou un plaisir horrible ou coupable, pas du tout. J'étais vraiment pas bien, je me sentais pas bien. Et j'ai ressenti ça aussi dans Pulsion à 2-3 reprises, voire même une fois lors d'une séquence qui n'a pas lieu d'être et qui m'a bien perturbé. C'est la séquence du musée. Et on en parlera. Voilà. Et donc Pulsion m'a mis dans une situation. Alors je pouvais choisir Carrie, mais je trouvais que ça très évident de choisir. Donc je me suis dit Pulsion c'est différent, puis c'est beaucoup plus complexe peut-être que Carrie. Et pour plein de raisons aussi. Donc quand tu m'as parlé je me suis dit allez, on y va. On va parler de Pulsion. Il y a des choses à dire, à entendre aussi de ta part, enfin à écouter. Et c'est un film malaisant et en même temps c'est un film aussi qui nous rend beaucoup plus intelligents, nous spectateurs, comme souvent chez De Palma, vraiment souvent. C'est pour ça que
Voilà, c'est pour ça que cette idée de voyeurisme qui traîne comme ça, comme une épée de Damoclès sous la tête de Palma, je dirais peut-être qu'il y a aussi un profond respect vis-à-vis de ce que nous sommes, les spectateurs, c'est un job, hein, on travaille aussi, il faut regarder le film, on va travailler. Et là, et Pulsion, oui, me rend nettement plus intelligent que je devrais l'être et ça par contre souvent je l'ai perçu, enfin souvent je l'ai eu avec De Palma, dont Snake Eyes par exemple, où là pour le coup je suis vraiment voilà pourquoi Pulsion. Et justement, alors, avant qu'on rentre vraiment dans Pulsion en détail, je vais te demander pourquoi finalement, tu es allé vers De Palma, et puis c'est l'occasion justement de parler un peu du festival, comme tu parlais de Snake Eyes. Avant de rentrer vraiment dans le film, c'est bien qu'on reste à l'entrée, si je puis dire, pour faire ce lien-là. Qui c'est ce lien? De Palma, étrangement, n'est pas un cinéaste qui a marqué mon histoire du cinéma. À part quelques films, il est là, il existe, je le vois. Et il y a un film de Brian De Palma que j'ai revisité dans la semaine même de son exploitation, c'est Snake Eyes. J'avais été le voir à l'époque quand il était sorti et au cinéma, donc je suis contemporain de ce film. Et je n'avais pas été du tout emballé. Bon, et il a fallu que je lise, que je tombe sur un texte de Frédéric Bonneau, un critique de cinéma aux Inrecuptibles à l'époque, qui est maintenant le directeur de la Cinémathèque française. Et moi je commençais ce métier-là de critique. Donc j'étais un peu perdu, je savais pas trop comment faire. Et puis je suis autodidacte, donc j'arrivais pas vraiment à trouver ma route. Donc il fallait travailler sans cesse, constamment. Et ce texte m'est apparu comme une espèce de boussole. Et je l'ai aimé, je l'ai lu, relu, décortiqué, et je suis allé revoir ce film et par le prisme donc du regard de Bono sur le dit film. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et ce texte est très important, suffisamment important pour que j'en parle encore aujourd'hui en 2024. Et moi, je voulais que ce film soit là dans le cadre de la seconde édition du Festival Microciné, parce que j'avais envie aussi de partager un film qui a été important dans mon cheminement critique. Voilà. On dit souvent les films qui nous regardent, les films importants, les films doudous. Ça, j'ai appris ça récemment. Les films doudous, pourquoi pas. Mais moi, j'aime plutôt cette expression de Jean-Louis Schaeffer, les films qui m'ont regardé, que j'ai découvert chez Dany, il l'avait reprise. Serge Dany, il avait repris cette phrase. Donc, les films que je montre sont des films qui m'ont regardé, certes, mais ce sont aussi peut-être des films qui dessinent ma trajectoire dans la critique de cinéma. Donc, Snake Eyes, d'abord, pour moi, c'est un texte. Et ça, c'est important. C'est important pour moi. Et puis, oui, pardon. Est-ce que dans la, non, excuse-moi, je te coupe peut-être que tu voulais finir l'idée que tu étais en train de commencer. Non, j'allais juste revenir sur les trois autres films. C'est justement ce que je voulais te dire. Voilà, parfait. Alors les trois autres, Snake Eyes donc sera programmé, c'est le dernier film de la journée, il sera programmé à 19h. Et pour chaque film, comme dans chaque émission de ma chaîne, il y a un dialogue, il y a une conversation. Pour ce film-là, en l'occurrence, il y aura une conversation avec Abdel Raouf Dafri, qui est scénariste. C'est lui qui a imaginé le film Un prophète, qui l'a scénarisé. Puis il a scénarisé aussi d'autres séries comme Braco, La Commune, etc. Il a réalisé un film récemment qui s'intitule 1501 pur, un film qui se situe pendant la guerre d'Algérie. Et donc moi je lui ai demandé si on pouvait en parler par le prisme du scénario et de la construction narrative. Il a accepté, donc il sera là à 21h, ou je crois qu'il sera là même avant pour voir le film, parce que le film sera projeté en 35 mm. C'est génial. Bon, ça on va pas trop ça va être c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs je voudrais quand même remercier le Club de l'Étoile, parce que grâce à eux, il y a une deuxième édition, parce que grâce à eux, parce qu'ils me mettent à disposition de manière généreuse la salle de cinéma, la partie technique, donc c'est-à-dire les projections, mais aussi ils s'occupent de la captation vidéo et audio de chaque débat. Et puis surtout, ils ont géré comme des grands location des copies, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc merci beaucoup pour le Club de l'Étoile.
Donc, revenons au début. La journée commence à 11h. À 11h, projection du film La Vie de Château, qui est un film français, une comédie française réalisée en 66 par Jean-Paul Rapneau, comédien incroyable sur fond d'occupation nazie, une espèce de vaudeville comme ça, incroyable, avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Pierre Brasseur. C'est passionnant. Henri Garcin aussi, etc. Et à l'issue de la projection, discussion avec Marguerite Debiez, qui est critique de cinéma pour les fiches du cinéma. Mais il y aura aussi une troisième personne qui n'était pas du tout prévue et qui s'est incrustée et qui est tout simplement le cinéaste lui-même, Jean-Paul Rapneau, du haut de ses 90 balais, qui va venir pour nous parler de La Vie de Château. Moi, je pense que c'est génialissime. Je suis très content, vraiment très très content. Je fais le malin, mais je suis vraiment très content et ravi parce que on parle de quelqu'un qui a eu une filmographie pas très courte finalement, mais tous ses films pratiquement ont connu un succès. Alors c'est quand même lui qui a fait Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, Tout feu, tout flamme, etc. Les Mariette Landau, etc., etc. À 14h, projection de Dieu seul me voit, qui est un film français de 1998, un film de Bruno Podalides. Voilà, un cinéaste que je suis depuis 97-98, qui a la particularité de chanter le générique de toutes les émissions sur Microciné. C'est bien lui qui chante My Waffle, My Pony and Me. Et il sera là d'ailleurs pour parler du film. Donc je suis assez content. C'est un film important pour moi. Vraiment. Petite parenthèse, hein, magicien émérite en plus, Podalides, très très doué. Il est magicien. Il est magicien. C'est pour ça que, d'accord, maintenant je comprends mieux Adieu Berthe, le film Adieu Berthe, dans lequel ça parle beaucoup de magie. Donc il est magicien. Je pensais qu'il était passionné d'eux, mais je ne savais pas qu'il était magicien. D'accord. C'est un passionné et très talentueux aussi. Il s'est notamment pas mal représenté au cabaret, donc au bar magique qui est à Paris, donc qui est place du marché Sainte-Catherine, qui s'appelle le Double Fond. Il s'est pas mal représenté là-bas parce qu'il a tourné pas mal avec Dominique Duvivier, qui est un ponte un peu dans le milieu. Donc c'est un mec vraiment très talentueux en magie et il y a pas mal de clins d'œil effectivement dans beaucoup de ses films. Tu parles d'Adieu Berthe, c'est le cas aussi dans les deux Alfred aussi, où il avait engagé notamment le champion du monde de magie Frisch aussi, qui interprète cette espèce de type imbuvable qui gère la start-up, qui est donc le champion du monde. Et dans le diptyque aussi, le mystère de la chambre jaune. Et comment s'appelle ce personnage, le méchant, on va dire l'antagoniste. Ah mince, oui, je me rappelle plus non plus. Ah, c'était voilà. Ça parle de ça aussi parce qu'il retourne aux Amériques pour pouvoir. Ah, c'est dommage. Mais tu m'apprends quelque chose. Alors j'aurais dû le savoir finalement et je ne savais pas. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que il y a comme ça un côté extrêmement, non pas forcément que ludique, mais quelque chose de. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression, avec ces films, j'ai toujours eu cette impression de me retrouver dans un jeu de rôle. Tu sais, une espèce de livre dont vous êtes le héros, film dont vous êtes le héros. J'ai toujours eu cette sensation-là qui m'a beaucoup plu. Et il y a un côté aussi. Il y a un côté aussi amateur, mais pour moi c'est un compliment. Je veux dire, c'est oui, tout à fait. Extraordinaire. Je veux dire, c'est comme si on le sentait le film se faire ou se défaire pour le coup. Et bah écoute, je ne savais pas et bah écoute, je vais essayer de lui parler de ça. Pourquoi pas? Ah oui, ce serait vraiment intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Être là, vraiment. J'aimerais tellement être là, ça me fait vraiment. Bah je te nommerai. Je dirais voilà, il y a un ami qui s'appelle qui est magicien aussi, donc. Mais bon bah écoute. Alors il y a un autre magicien là, mais ça c'est différent pour le coup, c'est à 17h, c'est les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, et donc ce sera Kefren Montout, critique de cinéma que tu connais bien, je crois. Oui. je crois que tu connais bien Kefren Montout. Cet homme talentueux. Voilà, et qui sera là pour parler de Tati et ça aussi ça promet une belle conversation et j'ai hâte. Tu peux pas savoir à quel point. C'est pour voir en fait le public. Qui sera là? Combien de personnes seront là? C'est pour voir ce public, pour le voir. Et je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts. On me posait la question de savoir est-ce que je suis stressé. Paradoxalement, les projections ne me stressent pas. Les discussions avec les invités ne me stressent pas, même s'il va y avoir Jean-Paul Rapneau et Podalides, et même Dafri, parce que Dafri c'est un sacré personnage aussi. Kefren c'est un ami, donc
Mais ça ne me stresse pas. Vraiment, ça ne me stresse pas. Parce que bon, je veux dire, c'est pas que je suis bon dans ça, dans cet art du dialogue, mais j'ai de l'expérience et ça me plaît, en fait. Ça me plaît. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. À part si, bon, non, c'est le public. Je me dis, il faut qu'il y ait du monde. Ça serait, parce que c'est pour eux, en fait. C'est pour vous, c'est pas, et voilà. Ça me stresse un peu. Je te l'avouerai. Et c'est peut-être, c'est bien, c'est bon signe. C'est-à-dire C'est bien, que c'est une bonne finalement, chose. on pense plutôt aux autres et pas forcément à soi. Parce qu'effectivement, il y a d'abord un geste un peu égoïste de ma part. Tu vois, par exemple, Tati, je l'ai jamais vu sur grand écran. Enfin, j'ai jamais vu Les Vacances de Oui. Monsieur Hulot au cinéma. Je vais le découvrir. Donc, il y a comme ça, voilà, il y a un plaisir égoïste. Ça veut dire quelque chose. Mais là, oui, le public, j'ai envie qu'il y ait du monde. Et puis par rapport aussi au Club de l'Étoile. Mm. Ça, c'est important aussi. Voilà. Donc, voilà, en gros. Et c'est le 17 février. C'est au 14 rue Troyon, Club de l'Étoile. Et puis il y a une billetterie, voilà. Et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah, tu sais, voilà, l'idée aussi de cette émission, c'est ça, c'est de dire peut-être cette phrase simple, hein, mais venez nombreux, venez le plus possible, le plus nombreux, pour que justement il y ait une 3e édition aussi dans la foulée, parce que je sais pas si c'est déterminant en tout cas cette année le nombre d'individus vous aurez ou. Je ne sais pas comment ça va se passer, je n'en sais rien. J'en saurai davantage samedi. Je verrai, et puis ensuite on verra s'il y a une 3e édition. En tout cas, s'il y a 3e édition, ce que je peux dire, c'est que cette édition sera uniquement composée, là je parle d'un point de vue des invités, Oui. uniquement composée de personnes qui travaillent sur le net, donc des youtubeurs ou des... Et ça c'est important pour moi en fait, de proposer à des gens de YouTube ou de revues sur le site, sur internet, voilà, une liste de 5-10 films, ils en choisissent quelques-uns et puis ils essaient de voir si on peut faire une programmation avec des films que beaucoup de youtubeurs auront choisi, et puis ils vont venir, et puis on va se débrouiller. Ça, c'est vraiment mon souhait pour la 3e édition. Mais pour cela, il faudrait que la deuxième, pour ça, il faudrait qu'elle ait drainé du monde, qu'elle génère du monde. Voilà. Comme ça, on va dire ça. C'est pour ça, encore une fois, venez le plus nombreux possible. De manière très égoïste, moi j'ai envie de venir l'an prochain, parce que cette année, malheureusement, je ne peux pas. Mais je me précipiterai l'an prochain, donc il faut que ça existe l'an prochain de manière extrêmement égoïste. Merci, donc merci beaucoup. Donc faites-le pour moi, s'il vous plaît. Non, c'est très... Surtout pour lui, parce que c'est plus possible. Il devient irritant, il est énervant. Faites-le pour lui, je vous en supplie. Insupportable. Donc, en tout cas, de toute façon, on redira un mot à la fin, parce que je pense qu'il faut qu'on martèle un petit peu pour que ce soit bien clair et que ça rentre bien. Il faut y aller. C'est dans 4 jours maintenant. 4 jours, oui, ça. Enfin, au moment où on enregistre en tous les cas. Donc, il faut absolument être le plus nombreux possible pour pérenniser ce festival. C'est vraiment important. Parce que comme vous l'avez vu avec la programmation, c'est riche, c'est généreux. Il y a plein d'intervenants de divers horizons. Et c'est ça qui est aussi génial pour pouvoir justement faire émaner tout un tas de subjectivité. Finalement, c'est le miroir de ta chaîne, si je puis dire, en live. C'est ça aussi. Moi, c'est comme ça, en tout cas, je le ressens. C'est une sorte de fourmillement de subjectivité qui parle de cinéma, qui parle de leur regard porté sur un film et d'un film qui le regarde, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, il faut absolument pérenniser ce type de festival extrêmement important, à mes yeux en tout cas, qui sortent un petit peu des sentiers battus des festivals qu'on a l'habitude de voir. Donc, vraiment, venez nombreux, c'est important, on va le répéter. Je le répéterai régulièrement dans le podcast, même si ce n'est pas du tout à propos. Venez nombreux, ce sera un petit peu le gimmick qui va revenir régulièrement. Et c'est terrifiant parce que l'appréhension est la somme de toutes les peurs, donc vous ne saurez jamais à quel moment le venez nombreux va tomber, mais il tombera à un moment donné. Ce que je te propose, alors on va repartir sur les questions, comme tu vas bien parler de De Palma et de ton rapport à De Palma. Ce que je te propose, on va juste faire un petit dézoom, un petit travelling optique léger pour revenir un peu en arrière, et juste te poser la question suivante aussi, ton rapport au cinéma d'horreur, parce qu'on en a un petit peu parlé, mine de rien, sur ta chaîne, quand on a parlé de The Fog, justement, qu'on avait fait cette semaine, Carpenter, qui s'était arrêté sur The Fog. Et il me semble que je t'avais déjà posé la question, mais j'ai quand même envie de te la reposer un petit peu rapidement, comme l'idée, c'est compliqué d'intégrer vraiment Pulsion dans du pur cinéma d'horreur, même si tu as justement tout à l'heure, il y a des éléments qui peut-être, on en parlera un petit peu tout à l'heure, pour toi, ont eu cet effet horrifique, si on peut prendre ça de manière un petit peu plus générale. Mais quel est ton rapport, globalement, dans un premier temps, au cinéma d'horreur ? C'est un rapport qui est très particulier parce que les premiers films d'horreur que j'ai vus
je les ai vus tardivement. C'est-à-dire que je les ai vus à un âge où on pouvait les voir. Mais ces films-là, je les avais vus sans les avoir vus réellement, on me les avait racontés. C'est mon cousin, qui a 3 ans de plus que moi, qui me les racontait à ma demande, après qu'il les ait vus le samedi soir sur Canal+. Moi, je suis né en 76, donc quand Canal+ arrive en 84, j'ai 8 ans, donc je sais exactement ce que c'est, et c'était une révolution parce que le football mais aussi le cinéma. Et le cinéma, dans l'idée que les films étaient montrés, je crois 6 fois sur un mois, et il y avait une locomotive comme c'est, enfin, une série c'est Duras qui disait ça, Marguerite Duras, une série de wagons, de compartiments, de films qui allaient vers la nuit, quelque chose comme ça. Les nuits Canal+, c'était que des films issus de tous horizons, parfois en VO, et c'était ça a été un moment passionnant. Moi, je les voyais très peu parce que je n'avais pas le droit de veiller tard, mais quand il m'arrivait parfois de me retrouver pour des raisons X et Y, c'était juste passionnant. Le film d'horreur, là aussi, c'était révolutionnaire parce que c'était prévu le samedi soir à 23h. Et à 23h, il y avait un film d'horreur, 3 samedis sur 4, et le dernier samedi, ou le premier, je ne sais plus, c'était le film pornographique. Là aussi, c'était une révolution, et tout le monde connaît Canal+, ce qu'a apporté Canal+. Ça, je crois que c'était à minuit, si je me trompe pas. Ouais. Et il y a eu beaucoup de films d'horreur comme ça qui ont été diffusés le samedi soir à 23h. Il y avait vraiment, il y avait un film d'horreur et que le titre m'épatait et je voulais absolument le voir. Ça, c'était Anthropophagus. Et je n'avais pas le droit de le voir parce que très jeune et puis parce que aussi un père extrêmement dur sur ça. Et donc mon cousin me racontait cette histoire, me racontait tous ces films. Et moi, je me souviens très bien lui demander, décris-moi ce que tu as vu. Alors je disais pas la scène, mais je disais décris-moi ce que tu as vu et puis comment c'est montré, que fait cette actrice, En gros, je sans le savoir, je lui posais des questions de cinéma. Et donc, tout ce qu'il me racontait, je les ai construites dans mon imaginaire. Et très souvent, beaucoup plus tard, quand je reverrai ces films, je serai extrêmement déçu. Voilà. Et ça, c'est intéressant, ça. Enfin, pour moi, ça m'intéressait. Et c'est pour ça que il y a eu des exceptions. Il y a eu quelques films que j'ai pu voir quand j'étais gosse, mais c'est très très rare, très très rare. Je me souviens d'une projection, des Dents de la Mer, oui, que j'ai vu pas trop petit, mais aussi pas trop vieux et qui m'a marqué, qui m'a considérablement marqué. Mais voilà, c'est ça mon rapport avec le cinéma d'horreur. J'ai toujours été vraiment passionné de ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je continue jusqu'à aujourd'hui quand je peux de regard, parce que autrefois il n'y avait que ça. Maintenant il y a plus de choses. Il y a plus dans ma vie en tout cas, il y a beaucoup plus d'envie, d'intention, de diversité cinématographique. Mais c'est vrai que je suis pas un spécialiste ni du giallo, ni de l'horreur, ni du fantastique. Je sais ce que ça est, je sais ce qui existe. Je suis pas un spécialiste de certains auteurs, je sais que ça existe, mais c'est vrai que ça a toujours occupé en moi une place importante parce que moi je viens d'une cinéphilie hollywoodienne. Mon père me transmettait ça. Donc la cinéphilie hollywoodienne, elle est basée sur des films de genre précisément, le western, la comédie musicale, le film noir, le polar donc. Et de temps en temps du burlesque. Mais tous ces films-là, ce sont pas des films qui m'appartiennent, ce sont des films qui appartiennent à mon père, qui me les transmet. Les films d'horreur, c'est différent. Mon père n'aimait pas ce genre-là, pour les raisons qui lui sont dues. Et donc, ça a été l'une de mes premières incursions dans quelque chose qui allait m'appartenir rien qu'à moi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important. Même si ensuite je l'ai délaissé pour d'autres mouvements, d'autres gestes, mais je me souviens, c'est mon enfance. Je te parle pas des films
comico-fantastiques ou des films fantastiques à la Spielberg ou à la Zemeckis. Non, je te parle pas de ça, moi. Même si ça fait partie de mon enfance. Non, je te parle vraiment de ces films, de ces interdits-là. Il y a quelque chose dans ces films qui me donnait, moi, je me souviens d'un film, je crois que tu en as parlé récemment. Je me souviens d'un film que je ne vois pas, mais que je sais pas pourquoi ce jour-là, mon père a été extrêmement généreux, il m'a laissé regarder 5 minutes. Et et je me souviens très bien, mon cousin était là ce soir-là, le film était passé sur Canal+, il était 23h, et il m'a laissé regarder le temps de la première victime, puis ensuite 5 minutes après, et puis ensuite il me dit, et maintenant tu vas dormir. Je pense que mon cousin avait essayé de le convaincre que je puisse rester, et je crois que je devais être au collège, au début, il était très dur avec moi par rapport à ça, et mon père refusait catégoriquement, et je pense que j'ai dû regarder 10 minutes, 5-10 minutes. Ouais. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Et je crois que je te parle de ça quand je suis marié, donc il y a voilà. Et je pense, à mon avis, ça devait être il y a 10 ans, un truc comme ça. Et je mets sur Facebook, ça va te parler tout de suite. Je mets sur Facebook, je dis voilà, je cherche un film d'horreur. Je crois que c'est un film qui a été réalisé dans les années 80. Et je n'ai vu que le début. Le début se passe lors d'un bal de promo. Il y a un couple qui sort de ce bal de promo pour aller marcher tranquillement sous la pénombre, je sais pas quoi, dans le jardin. Ils sont assis sur un banc et je crois que juste avant, non, ce qui ouvre le film, je crois, c'est une lettre qui est lue par quelqu'un. Et sur cette lettre, c'est une lettre qui a été écrite par une fille qui dit à son copain qui est parti à la guerre qu'elle ne l'attendra pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un, et elle signe d'une rose. Non? Ah non, mais là, non, du tout, là, non. Non, attends. Et ensuite, quelques jours après, elle et son nouveau copain se baladent après ce bal de promo, je crois, et puis ils se font tuer par quelqu'un. Et je crois 20 ou 30 ans plus tard, il y a ce tueur revient. C'est un tueur à la rose, quelque chose comme ça. Je crois que tu en as parlé récemment. Et en fait, tu sais, c'est ce film. C'est un ancien soldat qui tue sa copine parce qu'elle l'a quitté. Et c'est pas le tueur de la Saint-Valentin. Non, oui, meurtre à la Saint-Valentin ou. Non, c'est pas meurtre à la Saint-Valentin. Il y a une histoire de rose. Ça se passe pendant de nos jours. Et bref, mais je peux retrouver, mais bon bref, mais voilà. Et donc ça m'avait perturbé. Mon cousin avait essayé de me raconter un peu l'histoire et voilà. En gros, c'est ça. Donc pour tout ce que je viens de t'expliquer, oui. Voilà mon rapport à ce genre qui finalement est un rapport très très important. Mais c'est intéressant, oui, parce que c'est juste toute petite parenthèse, mais j'ai découvert le cinéma d'horreur grâce un petit peu à cette manière-là, dans l'idée mais je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert ça très jeune par le biais du fantasme. En fait, on parlait du fantasme avec De Palmater, mais on est beaucoup. Moi, je le lisais quand j'étais petit. En fait, dès que j'ai su lire à peu près, mes parents étaient abonnés à Télérama et donc je lisais Télérama, je lisais les critiques. D'où mon envie d'ailleurs de devenir très très jeune. J'avais envie de devenir critique de cinéma dès 8 ou 9 ans. Parce que je lisais Télérama et que je lisais les critiques et je me nourrissais de critiques que je lisais en boucle. Et je sais qu'il y en a une, par exemple, à l'époque, qui m'avait énormément fantasmé, c'est la critique de Razorback de Russell Mulcahy, qui est un film qui date de 84, donc qui était sorti quelques années avant. Moi j'ai commencé dans les années 90 à lire Télérama, et j'ai fantasmé très longtemps sur ce film que j'ai vu. On est un petit peu dans le même cas de figure, je l'ai vu qu'il y a 10 ans. Et je m'étais fait toute une montagne de ce film avec un sanglier géant qui tue des gens, etc., qui est un film de terreur animalier. Et j'ai découvert finalement que le film de Russell Mulcahy était un redneck movie de exploitation, donc de cinéma d'exploitation australien, et qui était vraiment un redneck movie, où finalement le sanglier n'a que très peu d'importance, où il intervient plutôt à la fin. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait tout ce fantasme que je m'étais construit.
Et ça a été beaucoup le cas aussi quand j'allais dans les vidéoclubs aussi et qu'on fantasme sur les jaquettes dans ce coin un petit peu sombre parce que moi je sais où j'étais, c'était accolé au rayon porno, pas très loin. Ouais. Donc il y avait ce côté un petit peu, tu disais tout à l'heure, hein, d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit, d'aller frotter les frontières, les limites. Et j'avais toutes ces jaquettes de DVD ou de VHS avant même d'ailleurs qui me faisaient fantasmer Hellraiser et autres avec ce personnage terrifiant, avec ses clous dans la tronche. Et je pense qu'il y a beaucoup ça effectivement dans notre rapport très enfantin à l'horreur qu'on n'a pas le droit de voir dans un premier temps, donc qui font carburer l'imaginaire et qu'on découvre finalement beaucoup plus tardivement. Donc c'est assez intéressant ce rapport-là qui est très enfantin finalement, qui a trait à ce moment où on va se forger sa propre culture parce que finalement c'est des choses que nos parents contrôle un petit peu dans le visionnage qu'on peut avoir en disant bah tu peux pas regarder ça, tu peux regarder ça, etc. Et donc quand il y a un interdit, bah ça fait carburer, ça crée de l'inconnu, etc. Et je trouve ça hyper stimulant intellectuellement et du point de vue de l'imagination en fait. Mais c'est juste une petite parenthèse, une anecdote. Oui, mais je la comprends parfaitement. Non, mais je vois très bien. Non, mais c'est très intéressant. C'est surtout le fait que tu avais des envies de critique de cinéma. C'est bien, je trouve. Alors, donc la question que j'ai posée justement quand on continue sur cette idée et rentrer un peu plus dans Pulsion, tu m'as parlé un petit peu tout à l'heure justement de ces quelques séquences qui t'ont beaucoup marqué et qui t'ont mis mal à l'aise, qui t'ont mis dans une sorte d'état, tu disais de transe, si j'ai le mot que tu as dit tout à Oui, l'heure. c'est exactement ça. C'est exactement Voilà. ça. Et je voulais savoir justement en quoi ce film, pour toi en tout cas, comment tu interprètes l'impact qu'a pu avoir ce film. Est-ce que tu pourrais justement détailler ces séquences, parce que tu nous as parlé des séquences dans Carrie, mais des séquences qui t'ont profondément marqué dans Pulsion et qui ont justement justifié en fait le fait que tu veuilles un petit peu en parler et qu'on échange dessus aujourd'hui. Moi, ce qui m'a, je t'avouerai que ce qui m'avait, dans un premier temps, vraiment déstabilisé, c'est de voir dans ce film de 1980-81 comment une actrice que j'ai connue enfant dans des westerns, dans des films liés à une certaine période de l'histoire américaine, comment cette femme-là, donc en l'occurrence Angie Dickinson, comment elle était filmée et ce qu'elle nous offrait, ce qu'elle donnait dans ce film. C'est ça, moi, qui m'a marqué. Je me rappelle, et je suis persuadé que De Palma le fait délibérément, mais c'est comme si il y avait une certaine violence vis-à-vis d'un certain type de jeu hollywoodien qui était pour le coup violenté dans ce film. Et quand je vois Angie Dickinson, bien évidemment, je la vois dans Rio Bravo. Ouais. Et donc voir cette actrice un peu plus âgée, ça me dérange pas. Un peu plus âgée, parce que ça fait partie de la vie, c'est pas le problème. Dans ce film, en plus dès l'ouverture du film, où on la voit dans sa douche, où elle a un rapport sexuel avec son mari, ou au moins avec un homme, et on a cette impression que non, elle regarde son mari en train de se raser, et puis elle se caresse, elle se fait plaisir, je crois, et puis d'un seul coup, elle est étouffée par une main, et on a l'impression et puis elle se réveille, et donc on sait pas trop si c'est un cauchemar ou s'il y a une espèce de fantasme du viol. Enfin, c'est très 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 perturbant. Ouais. Et surtout, c'est Angie Dickinson, donc c'est une icône d'un certain cinéma américain, donc c'est le cinéma de mon enfance. Donc déjà, moi, je suis perturbé parce que je me retrouve face au petit garçon que j'étais et qui découvre ça. Et c'est là où je suis assez déstabilisé, surtout par rapport à ça. Ensuite, moi, le film, je n'y comprends pas grand-chose. Je la vois ensuite dans ce musée et puis De Palma prend le temps de construire ses plans, de la malmener ou de l'amener vers je ne sais quoi, et puis qu'elle puisse comme ça se balader à travers les différentes pièces. Et puis il y a cet homme qu'elle rencontre, enfin qu'elle voit, ces tableaux qu'elle regarde, qui disent des choses d'elle, elle le comprend, ou des choses aussi de son rapport au sexe ou à un état de manque. Et puis elle suit cet homme parce que, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, soit elle a oublié quelque chose, rappelle-moi, je me souviens plus.
Elle perd quelque chose, je crois, dans le musée. Oui, elle perd Voilà. son gant. C'est son gant. Elle perd son gant blanc et c'est lui qui le ramasse. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Enfin, et moi, je comprends pas trop où ça veut en venir. En même temps, je voyais pas du tout que c'était pratiquement la même configuration que dans Psychose. Parce que je me suis retrouvé pareil, je me suis retrouvé dans cette même situation par rapport à Psychose. C'est que moi, je l'ai vu enfant, Psychose. Mais je ne devais pas le voir. Mais je l'ai vu parce que j'étais pas dans la maison familiale, j'étais ailleurs. Et donc, plus je voyais ce film, et plus je ne comprenais pas où j'allais. En plus de cela, je trouvais l'actrice Jeannette Lee extraordinairement belle, et je n'avais qu'une envie, c'était de la suivre. Et ben, c'était comme si je voyais Jeannette Lee 20 ans plus tard, sous les traits de Angie Dickinson, et De Palma prenait un malin plaisir à la violenter. À violenter cette espèce d'actrice iconique d'un certain cinéma. Et je ne voyais pas encore tout ça à l'époque. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment déstabilisé. En fait, ce qui m'a déstabilisé, c'est le fait qu'il torde ma cinéphilie. Ouais. Avec le recul. Et parce qu'on dit de Snake Eyes, c'est que c'est un film qui parle beaucoup de cinéma, Pulsion aussi. Je te dirais même les autres films de Palma, certes. Mais en tout cas, moi, me concernant, j'ai eu cette impression en tant que spectateur de me retrouver face à ma cinéphilie, que quelqu'un essayait de tordre. Et j'étais très troublé. D'ailleurs, dans ce film, il n'y a que des acteurs. Enfin, il y a aussi Michael Caine, qui est un acteur qui vient aussi d'une autre époque, que j'ai connu aussi quand j'étais gosse. Je le voyais dans des films beaucoup plus anciens que celui-ci. Donc là aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est de prendre des corps qui sont liés à un certain cinéma, à une certaine époque, et de les confronter pour le coup, à des pulsions ou des fantasmes d'un cinéaste d'une autre époque aussi. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Et c'est pour ça que je dis que ça rend intelligent, finalement. Ça nous rend intelligents. Donc, voilà, en l'occurrence, et puis il y a la troisième séquence de l'assassinat du personnage joué par Angie Dickinson. Je l'avais noté parce que j'ai toujours peur de Kate Miller. Et c'est dans l'ascenseur, j'allais dire dans la douche, dans l'ascenseur. Et ça aussi, c'est perturbant. C'est incroyable. C'est assez perturbant. Et voilà. Donc, en gros, voilà en quoi ça m'a déstabilisé. C'était pour cela que ça m'avait déstabilisé dans un premier temps, ce rapport à la cinéphilie. Tu vois, il faut aller, je vais très loin pour le coup, mais c'est exactement ça que je ressentais. Ah, je pense qu'on peut effectivement aller plus loin que le simple fait finalement de la représentation de fantasmes pervers imprimés sur la pellicule. Je pense qu'il y a effectivement cette manière de pervertir des icônes en les balançant d'emblée de manière extrêmement crue, parce qu'effectivement la séquence de la douche qu'on voit au début, elle est d'une crudité, d'une cruauté assez hallucinante. Ah oui. Et elle renverse des trucs, effectivement cette manière de créer une sorte de fantasme hyper étrange dans lequel ce qu'on retrouvera un petit peu à la fin dans une certaine mesure avec la séquence finale avec Nancy Allen qui fait un peu écho et qui referme et qui boucle la boucle. Et je trouve ça assez fascinant. C'est intéressant d'ailleurs. J'ai étudié il y a pas très longtemps avec mes étudiants en BTS le Body Double pour le coup. Et je trouve qu'en revoyant pour le coup Pulsion pour l'occasion, je me suis rendu compte à quel point Body Double était une sorte de relecture de Pulsion, parce que la séquence du musée dont tu parlais, moi je retrouve la séquence du centre commercial où le personnage principal poursuit cette jeune femme qu'il voit pour le coup lui faire ses striptease tous les soirs dans l'immeuble d'en face, et il la poursuit, et là pour le coup on est mis en posture de voyeur. Ce que je trouve intéressant en ayant revu Pulsion, c'est qu'on sait jamais dans cette séquence du musée qui est le voyeur et qui est finalement le chat, qui est la souris, pour prendre ça dans ce sens-là, qui est la souris, qui est le chat. Et c'est assez déstabilisant parce qu'on a une sorte de difficulté. Notre propension à nous identifier à un personnage est très complexe en fait, parce qu'on sait jamais vraiment de quel côté on se met. On a tendance à s'identifier à la victime, et là on sait jamais si la personne à qui on est en train d'être forcé de s'identifier est la victime ou pas. Donc il y a un jeu constant en fait avec. C'est pour ça que ça parle vraiment, je pense que tu dis très bien, du cinéma. Il y a une manière de pervertir l'histoire du cinéma, de la retravailler dans une époque qui n'est plus la même, et ça c'est hyper intéressant, toute une imagerie. Et derrière il y a cette manière de jouer aussi avec toi, ton rapport au cinéma, ton rapport au matériau cinématographique, et à jouer justement avec tes mécaniques en fait que tu vas avoir, donc notamment la mécanisme d'identification. Et je trouve que c'est un jeu hyper pervers, et c'est ça qui rend le film, moi je le trouve, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, je le trouve extrêmement dérangeant en fait en le revoyant. Parce que moi j'ai un vrai amour pour ce genre qui est, si on le case un petit peu, parce que on est dans le cinéma d'horreur, mais en fait on est vraiment dans ce qui est, pour moi j'appelle du thriller érotique, hein. Enfin il y a ce côté là un petit peu pour le mettre dans une sorte de case.
Il y a quelque chose que moi j'aime bien dans ce genre-là, parce qu'il y a toujours quelque chose, quand c'est bien fait, de fabuleusement ludique. Je pense à Basic Instinct parce que bon, il y a de Verhoeven, parce que nécessairement il y a des liens avec Pulsion qui sont quand même assez inextricables quand même, notamment avec la scène du meurtre dans l'ascenseur qu'on retrouve dans Basic Instinct. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là où chez Verhoeven, dans Basic Instinct, il y a un truc de constamment ludique en fait. Moi, c'est un film qui me met jamais vraiment mal à l'aise parce que je suis toujours dans une sorte de jeu. C'est assez jubilatoire tout le temps. Là, je trouve que dans Pulsion, ça touche à des trucs. Et on est dans une sorte de lieu où les barrières morales s'effondrent complètement. Il y a une sorte de... C'est comme si le film donnait libre cours sur la pellicule à toutes les pulsions qui sont refoulées et qu'on les mettait en image. C'est généralement de l'indicible en fait. Et il met cet indicible il l'imprime sur la pellicule et il te confronte à ça en disant ce qu'il y a de refoulé, ce qu'il y a dans ton inconscient, c'est là, c'est devant toi et maintenant démerde-toi avec. Identifie-toi ou refuse ou nie-le, mais n'empêche que je te le mets là et je ne pose aucun jugement dessus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça moi que je le ressens et c'est pour ça que ça met mal à l'aise. Mais comment tu peux expliquer cette proportion qu'a De Palma à comment dire, j'ai l'impression qu'il a une totale maîtrise, une totale confiance dans son art à ce moment-là. Et comment on peut l'expliquer qu'il en arrive à ça et qu'il continue aussi, pour le coup, d'aller encore plus loin dans la réceptivité du spectateur? Parce que Pulsion, c'est vraiment un film très, très à part, hein. Écoute, je vais dire un mot qui est horrible. Je vais le dire quand même. C'est un film un peu dégueulasse. C'est un film un peu dégueulasse quand même. C'est un film un peu dégueulasse quand même. C'est là où je veux en venir, c'est que c'est très morbide, c'est très malsain, c'est et puis c'est pas, on peut aussi dire sur ce film des choses qui sont des à côté, mais qui sont importantes à préciser. C'est quand même un film qui croit suffisamment l'intelligence du spectateur, qui ne se soucie pas de savoir que le spectateur pourrait lui reprocher des choses en voyant ce film-là. Alors que c'est différent. Il y a pas ce que l'on voit n'est pas forcément ce que ne constitue pas forcément l'intention du metteur en scène, parce qu'à chaque fois qu'il montre quelque chose qui pourrait être discutable, il contredit cela avec, je sais pas moi, un plan quelque chose qui va être dit dans un plan, ou alors un personnage qui va arriver avec ce qu'il représente sera la contradiction de ce que l'on croit. Enfin, c'est très 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 bizarre et en même temps c'est très labyrinthique. Et parfois il y a une forme de dégueulasserie dans ce labyrinthe qui nous perturbe complètement. Par exemple, elle, avant qu'elle meure, alors il faut savoir que donc elle va rencontrer cet homme mystérieux dans ce musée parce qu'il va ramasser son gant, et puis quand elle sort du musée, elle s'aperçoit qu'elle l'a oublié, donc elle essaye de repartir. Non, elle sort pas du musée, je crois qu'elle retourne dans le musée. Elle reste dedans pour chercher le gant, et puis je sais plus ce qui se passe, je me rappelle plus. Donc elle sort du musée, puis il est là dans la voiture et il dans son taxi, et puis il lui montre qu'il a le gant, donc elle s'approche et elle le remercie, et d'un seul coup lui il l'attrape, vraiment il la prend littéralement, il l'embarque avec lui dans le taxi. Le taxi commence à rouler, et puis s'ensuit un baiser, plusieurs baisers, et puis il commence à lui enlever sa culotte. C'est très violent parce qu'on pourrait croire que c'est un viol aussi. Enfin, c'est pas qu'on pourrait croire, c'est filmé comme un viol, et puis en même temps elle y prend du plaisir. C'est très très perturbant tout ça. Oui. Plan suivant, on comprend que ils ont eu un rapport. Elle est dans sa chambre d'hôtel, je crois. Ils ont eu un rapport. Bref, nous son appartement, je sais plus. Et en partant, elle s'aperçoit que cet homme a attrapé une maladie. Je l'ai noté quelque part. Blénorragie. Voilà. Donc c'est ça. Ce serait comme s'il avait le sida. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, De Palma, tu es réactionnaire. Tu es en train tu es en train de culpabiliser Cathy Miller d'avoir assouvi son fantasme, et tu la culpabilises en la mettant devant une situation extrêmement inconfortable, voire plus loin, en la tuant aussi.
C'est un peu ce qu'avait fait Spielberg, ça, dans Les Dents de la Mer, quand il envoie le requin pour dévorer cette fille qui a une autre cuidance d'avoir une envie sexuelle, tu vois. Là, on sort du côté, là, genre, voilà. Ouais. C'était gratuit, je l'avoue. Mais en même temps, et ça, je l'avais lu dans un article chez DVD Classique, qui est un site vraiment incroyable, qui existe depuis un certain temps. J'avais lu un article où l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus, disait qu'il y avait ce personnage du flic, qui est un personnage de beauf, et qui était la réponse à toutes celles et tous ceux qui pensaient que De Palma, voilà. Et il ou elle qui écrit cet article a raison, parce que effectivement, c'est constamment ça pendant tout le film. Mais j'ai pas cette sensation que cette configuration-là se retrouve pleinement dans les précédents de De Palma. C'est pour ça que ce film est vraiment très particulier. Et est-ce qu'il vient clore il a été fait en 80, mais je sais pas s'il vient clore quoi que ce soit, mais il est vraiment, vraiment perturbant sur beaucoup de choses. Et en même temps, bon, on verra plus tard. Mais en tout cas, oui, non, je le trouve vraiment très à part dans cette filmo dans l'œuvre de De Palma, pour toutes les raisons évoquées. Et bon, je me tais. Allez, on continue. Mais non, mais en fait, ce que tu dis, je rebondis juste sur ce que tu disais, je pense qu'il y a effectivement, alors a-t-il tort, a-t-il raison, il a quand même une forme de confiance en l'intelligence du spectateur. Tu disais, je pense qu'il y a quand même ce truc-là, parce que effectivement, il y a des choses qui sont effectivement, je trouve, hein, moi, en le revoyant, très limites, mais je trouve ça intéressant, en fait, justement. Il joue sur des questionnements vraiment limites, où on sait pas vraiment, moi, je trouve vraiment que la séquence d'ouverture, pour moi, c'est une note d'intention, où il y a pas de jugement posé. Tu parlais tout à l'heure de fantasme du viol, parce que c'est un peu ça qui est posé, et c'est hyper bizarre, parce que tu sais pas comment réagir à ça, tu sais pas quel regard il porte sur, et il te dit grossièrement, enfin, c'est vraiment, toi-même, spectateur, porte le regard sur, et tire-en ce que tu veux en tirer, en fait, et réfléchis dessus. Et c'est hyper déstabilisant, parce que cette séquence, elle est à la fois extrêmement violente, et il essaie de susciter quelque chose, c'est vraiment bizarre, il essaie de titiller quelque chose de l'ordre du désir chez le spectateur, en allant flatter des bas instincts en même temps. C'est vraiment étrange, et moi je me suis vraiment surpris en voyant la séquence. C'est une séquence qui met aussi mal à l'aise que la séquence de viol dans Les Chiens de paille, par exemple, où il y a une sorte d'ambiguïté hyper gênante. Et tu parlais de la scène du taxi, hein, c'est pareil, hein, je trouve vraiment où on sait pas vraiment dans quoi on est, c'est filmé avec où on a la mise en scène marque une forme de brutalité, mais il y a une sorte de hiatus avec la note, enfin, je veux dire la direction d'acteur. Il y a un hiatus entre la direction d'acteur, l'intention qu'il pose, et la manière dont l'acte est filmé. C'est hyper bizarre, et c'est très malaisant. Mais moi, je me suis souvent posé cette question: est-ce que j'aurais eu la même sensation déstabilisante si ça avait été non pas Angie Dickinson, mais une actrice de l'époque, par exemple Nancy Allen. Elle ne joue pas le rôle ou Amy Irving, par exemple. Et je ne sais pas. Je ne pense pas que j'aurais cette sensation-là. Parce qu'en même temps, je crois que ça fait partie des intentions de De Palma, pour le coup. Mais je n'aurais pas eu cette sensation-là. Je pense que je pense que je l'aurais accepté, parce que je crois que je le refuse, hein. Je refuse qu'il torde comme ça ma cinéphilie. Inconsciemment, mais je le dis. Donc je me suis posé cette question-là. Et j'ai encore en tête ce visage d'Angie Dickinson qui va mourir et qui demande à ce qu'on l'aide, et là De Palma met fin à beaucoup de choses, et le rapport à Hitchcock est toujours aussi beau et passionnant, mais est-ce que ce serait peut-être pas le dernier film dans lequel, enfin, je veux dire, il a cette manière qu'il a. Alors, tu vas me dire, oui, mais je crois que Blowout a été fait après. Blowout, après c'est 81. Oui, ça va être ça, 81. 81. Avec l'une des dernières séquences, quand John Lithgow se fait tuer par John Travolta, c'est exactement le final de Psycho, quand Anthony Burgess veut tuer, et puis l'autre il arrive par derrière, et puis c'est exactement ça reprend exactement le même procédé. Mais j'ai l'impression qu'avec Pulsion, le fait de tuer Angie Dickinson, qui est habillée en blanc, qui représente carrément c'est Janet Leigh, mais plus tard, quoi.
Mm. Et j'ai l'impression qu'il tord le cou à tout ça et il en finit une bonne fois pour toutes. C'est pas évident pour moi. C'était pas évident à l'époque. C'est ça, à mon avis, qui m'a beaucoup plus déstabilisé. Aujourd'hui, si ça avait été une autre actrice, je ne sais pas comment je l'aurais ressenti. Je sais pas comment j'aurais ressenti. Donc, tu vois, je pense que le rapport que j'ai avec ce film est très méta, finalement, Ouais. pour le coup. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour celui qui nous écoute? Je ne sais pas, mais je peux pas nier ce que j'ai ressenti avec Pulsion. Je peux pas tu vois, je peux pas le nier. Parce qu'en plus, après, ce qui se passe, c'est pas que c'est mauvais, c'est très intéressant, mais c'est moins pénétrant pour le coup, si je peux m'exprimer ainsi, que ce que je vis au début. Après, c'est une enquête policière lambda. Il y a le fils de Katie Miller qui va enquêter sur ce qui se passe, enfin avec cette fille qui est Avec témoin Nancy Allen, avec Nancy Allen qui est témoin du meurtre et puis on apprend que il y a ce client transgenre du psychiatre Robert Elliott joué par Michael Caine on apprend que c'est lui, enfin c'est elle ou lui, enfin elle plutôt pardon, elle qui a tué Katie Miller et donc qui essaie de tuer aussi Nancy Allen parce qu'elle a été témoin de ce meurtre. Et puis bon, il se passe après plein de petites choses à droite à gauche, mais si on est extrêmement lucide et si on connaît De Palma, donc c'est-à-dire on essaie de faire très attention à ce qu'il nous montre et on fait attention à ce que l'on voit, on sait exactement ce qu'il en est dès le début du film, on sait ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Oui. Oui, Voilà. et puis tu parles de Psychose. Si on connaît déjà la structure de Psychose, il y a quand même cette idée de la dilution de la fonction sujet, comme dans Psychose aussi, Carrément. avec Mais ce premier carrément. personnage qui va mourir. Donc on est sur le même système exactement. C'est ça. Bah oui, carrément. Et n'importe qui voyait Hitchcock qui voyait Psychose à l'époque, pensait que bon, passerait que Janet Leigh, mais pareil, moi aussi, quand j'étais gosse, mais je comprends, je savais, bon, je me suis dit, elle s'est fait tuer parce qu'elle a volé la thune, elle a volé l'argent. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Et c'est pas, tu parles de labyrinthique tout à l'heure, c'est la complexité. Là, la séquence du musée, elle est labyrinthique. C'est traité comme un labyrinthe aussi. Hein, donc, moi, je crois que si on commence à faire des comparaisons, moi, je pense que la séquence du musée, ce serait peut-être la séquence. Il y a soit deux options. Soit c'est la séquence où Janet Leigh essaie d'échapper à ce flic particulier. Puis ensuite, elle va dans la station-service, et puis, enfin, c'est un peu compliqué. Ou alors, ce serait peut-être cette séquence où elle drague sans le savoir Norman Bates. C'est là, à mon avis. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Où là, sans le savoir, elle signe son arrêt de mort. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, cette séquence m'a paru la plus terrifiante du film, en fait. Celle où elle mange son sandwich, elle boit du lait. Et elle drague et là lui bon bref donc elle cède son destin à ce moment-là. Ouais. Ah oui complètement, c'est pour ça. Et moi cette scène, je me rappelle quand je l'avais vu gosse, je comprenais absolument rien, mais j'étais terrifié par ce que je voyais. Voilà. Mais finalement, c'est un film pour Psycho. En plus, c'est effectivement le schéma est le même parce que bon, de toute façon, on est là pour spoiler de toute manière. On peut spoiler, mais globalement, parce que moi, c'est pas important le spoil en tant que tel, mais globalement, c'est comme si Norman Bates et comment s'appelle-t-elle, Norma et Norman finalement étaient séparés en deux entités, puisque là, on est sur le même système, mais et finalement, c'est quand l'un est excité que l'autre vient mettre un terme à l'excitation. Enfin, si je puis dire, c'est comme ça. Quand il a du désir pour une femme, l'autre vient, le double, pour prendre un terme freudien, le double de l'individu vient venir détruire l'individu qui suscite le désir. Donc, finalement, on est exactement sur le même système de la question du double. Alors, on pourrait faire du lien avec Vertigo aussi. Enfin, il y a plein de choses. Ça reste un cinéma très fétichiste qui passe son temps quand même à mais je pense que tu as raison. Pour moi, c'est un petit peu le parachèvement, Pulsion. Je pense que quand De Palma va reprendre un petit peu ça, il va reprendre un motif un peu similaire, ça va être dans Body Double. Et Body Double, il me semble que c'était pas lui qui voulait réaliser dans un premier temps. Il l'a écrit à peu près à la même époque que Pulsion. Et il a choisi la voie d'avoir une sorte de démarche un peu plus caustique et d'essayer de dépasser finalement et de s'amuser des propres jalons qu'il a posés. En fait, il s'amuse de tous ces motifs finalement. Donc, je trouve que finalement, on arrive à un terme, je pense que tu as raison, et qu'il y a un dépassement avec Body Double un petit peu plus tard. Et c'est intéressant par rapport au cinéma d'horreur dont on parlait aussi tout à l'heure, parce que finalement, que ce soit Body Double, Blowout en particulier aussi,
De Palma reprend le motif du cinéma d'horreur, puisque c'est un film d'horreur qui est tourné dans Blowout et on commence avec ça. À la fin de Body Double, on arrive le tournage aussi, c'est un film d'horreur. Il y a cette séquence de vampire où on met clairement la doublure corps en place avec ce plan sur la femme qui se fait morte par le vampire. Et on a la doublure qui change de place et on monte l'envers du décor pour pouvoir avoir le plan poitrine, mais qui n'est pas celui de l'actrice qui se fait mordre. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est exactement le même système qui est utilisé. C'est plus rigolo quand je revoyais ça pour les plans sur le sexe dans la toute première séquence de Pulsion, où il y a une doublure corps aussi, exactement comme dans Body Double aussi. Donc je pense effectivement qu'il parachève un truc là et que Body Double s'en amuse en fait. Le jalon suivant ou l'extension de ça, ce sera Body Double. Mais voilà, c'est un peu comme ça c'est un peu le film double. C'est un peu le film double, exactement. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce que je te propose dans l'ordre de l'émission, c'est que je vais te lire ma lettre et pour pouvoir ensuite enchaîner un petit peu. Alors c'est très court, hein, tu vas voir, c'est juste histoire d'amener finalement un échange dans la foulée, même si finalement on a déjà commencé. Et bon, je vais te lire d'abord ma lettre, et puis ensuite, pour le coup, si tu as envie de dire 2-3 trucs dessus, de rebondir, n'hésite pas. Chère Pulsion, en cette veille de Saint-Valentin, je suis heureux de coucher quelques mots sur le papier au sujet du thriller érotique que tu es. Il y a quelque chose d'irrésistiblement ludique dans les circonvolutions psychiques fantasmagoriques qui t'habitent. Ton auteur parvient à imprimer sur la pellicule le refoulé de ses protagonistes. Il questionne le cinéma, notre rapport pervers à l'image dans la mesure où celle-ci révèle un inconscient indicible, nous confronte à l'intense délice coupable que nous ressentons lorsque nous nous repaissons de ces visions déviantes que la morale réprouve. Chez De Palma, il y a toujours une formidable jouissance au jeu savant, alambiqué de la mise en scène, aux gestes maniéristes, à la libération par ce dernier de nos pulsions et autres joies mauvaises par l'art cinématographique. Chère Pulsion, tu m'as fait très tôt ressentir qu'un cadre de genre aussi étriqué que le tien ne demandait qu'à être transcendé par une forme s'affranchissant de tout langage, étourdissante, emphatique, festive et follement stimulante, mais jamais vaine, car révélatrice du chaos, aussi créateur que destructeur, tapi en chacun d'entre nous. Autant les personnages dans ce film, même le personnage de Nancy Allen et le fils de Cathy Miller, à la fin, même si l'histoire est résolue, je ne les trouve pas si... Enfin, je rebondis sur un mot qui est la libération. Je les trouve pas je les trouve pas libérés, mais est-ce que nous, les spectateurs, nous le sommes de par cette forme qu'utilise De Palma? Est-ce que nous sommes libérés pour le coup? Ouais. C'est ça que je me pose comme question. Moi, alors personnellement, mais après, j'aimerais bien justement avoir ton avis parce que la question que je pose, t'as peut-être une piste de réponse. Moi, je trouve que oui, il y a quelque chose de libérateur, de jouissif, de festif dans ce truc-là. Et en même temps, peut-être paradoxalement, il y a quelque chose du constat en fait de cet inconscient qui drive nos comportements et qui fait que finalement on est, pour être très freudien, mais bon, je pense que le film nous mène vers ces questions de psychanalyse quand même freudienne. Il y a cette idée de se confronter au fait que nous sommes formidablement déterminés par notre inconscient et que tout un tas de nos actions malheureusement ne sont pas le fruit d'un libre arbitre. Mais c'est peut-être que je le vois mais trop philosophique, je sais pas. Mais non, mais c'est pas, avec le recul, je crois que peut-être que je vais revenir encore là-dessus, je vais paraître un peu redondant, mais je pense que cette libération me concernant, c'est le fait de m'expliquer, qu'il ne faut pas, peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que Pulsion, finalement, m'a aidé m'a appris à revisiter, autrement ce qui a construit, ce qui a constitué ma cinéphilie. Et donc, finalement, à retirer de mon vocabulaire le mot iconique, par exemple, à se dire que, et après, qu'est-ce qui se passe? Et après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Après tout ça, ce qui va se passer, il va se passer que Nancy Allen se retrouve dans ce commissariat et il y a ce flic débonnaire et pauvre, extrêmement, au Black Salas et elle va essayer de enquêter avec le fils de la victime. Et c'est ça, cet après qui est intéressant finalement. Et je crois que il me libère, moi, le cinéphile, de tous les travers qui fait ça. La cinéphilie, c'est aimer le cinéma, mais c'est aimer le cinéma parce que ça nous permet aussi
non pas forcément d'aimer le monde, mais au moins de le comprendre, de l'exister, et ensuite de faire un bout de chemin. Et le bout de chemin, c'est de sortir du cinéma. Et je crois que c'est ça pour moi la libération, et qui en même temps qui peut paraître en même temps très très désobligeant pour. Et donc. Donc tu veux dire qu'il y a une libération de, entre guillemets, de l'emprise des idoles que tu peux, C'est ça. en tant que cinéphile. Je crois qu'il y a de cela, oui, effectivement. Parce que les personnages chez De Palma finissent toujours par être emprisonnés de leur propre cauchemar, et on les visualise, et en même temps on les voit ensuite juste après. Donc il y a toujours un système, ça n'en finit jamais en fait avec De Palma. C'est ça qui fait son côté un peu sadique. Ça n'en finit absolument jamais. La fin de Carrie, la fin de Pulsion, je peux, la fin de Snake Eyes en quelque sorte, même si voilà, la toute dernière fin de Snake Eyes. Non, ça n'en finit absolument. La fin de Redacted, ça n'en finit absolument jamais. Outral, on croirait que ça se finit, mais bon, c'est le personnage de Michael J. Fox est dans un état de délabrement. Donc je te rejoins, oui, pour le coup. Voilà, oui, je te rejoins par rapport à ce que. Il y a aussi autre chose. Tu parles d'irrésistiblement, ce côté irrésistible. C'est vrai que, alors moi je le prends et je le sors de son contexte pour le coup. Oui. Mais c'est vrai que ce mot est important parce que c'est ça qui crée en fait finalement le spectateur exigeant que nous sommes devenus. C'est ce côté irrésistible. Finalement, c'est pour reprendre le sens même du mot, c'est de se laisser aller par les images qu'il nous propose, de ne jamais lui montrer une forme de résistance. On n'est pas à la télé, on est au cinéma, et au cinéma il faut se laisser déplacer par tout ça. Et c'est peut-être ça qui fait que nous, spectateurs ou spectatrices, avons peut-être du mal parce que les images sont tellement puissantes, elles sont tellement elle nous comment te dire, elle nous emprisonne, elle nous capture, elle nous de ça, voilà, et qui fait que c'est toujours pas si évident que ça de se laisser aller, alors qu'il le faut. Et c'est très méta, je l'avoue, mais c'est comme ça que je vois en fait ce film, et je pense que toi aussi un peu par la lettre que tu lui as écrite. Donc oui, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Mais il y a quelque chose du désir, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant sur la question de pulsion. On parle de quelque chose, si on prend la racine d'une pulsion, c'est quelque chose qui pousse à agir. Et là, pour le coup, dans Pulsion, les personnages sont continuellement sujets à ce qui les pousse à agir. Ils n'ont pas le choix. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la du déterminisme, voire pourquoi pas d'une forme de fatalité. Et en même temps, c'est pas une pulsion. L'action qu'a le film sur nous, c'est pas tant une action de pulsion qu'une action d'attraction, en fait, qui finalement sont les deux versants du désir. Soit le désir, c'est quelque chose qui me pousse à agir, si on est plutôt matérialiste en philosophie, soit c'est plutôt une attraction, donc quelque chose chez les idéalistes qui m'attire de l'extérieur. Et je trouve qu'il y a un peu ces deux versants-là, en fait. Ça parle de pulsion, donc quelque chose qui pousse ces personnages à agir. Et moi, en tant que spectateur, j'ai une attraction vers. Le film me tire vers lui, par les images, comme tu disais très bien, qui captent et qui capturent et qui sont dangereuses pour ça, en ce truc-là, qu'elle emprisonne mon regard. Mais peut-être que je vais trop loin. Non, parce que non, tu rigoles. Moi, j'ai l'impression d'aller trop loin aussi. Non, mais je suis non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis d'accord avec toi et je pense même qu'on a on tient les mêmes propos. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi en fait. C'est ça qui est très impressionnant avec ce film, c'est que autant le film ensuite a sa propre narration et puis des choses sont dites, puis il y a aussi ce personnage, je crois que c'est Bobby, le personnage transgenre, le client, le patient, pardon, le patient de Robert Elliott, joué par Michael Caine. Là aussi, Michael Caine, c'est un peu compliqué. Mais là où je veux en venir, c'est que oui, il y a comme ça des espèces d'icônes qui sont complètement déplacées de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont, et De Palma s'amuse à ça. Et en même temps, c'est un peu le cinéma de Palma aussi, de constamment
retirer de leur piédestal des choses qui ont été gravées finalement. C'est ça aussi le cinéma de Palma, et donc c'est extrêmement cohérent. Mais c'est pas facile quand on regarde ce film à un certain âge. Oui, je pense que c'est pas facile. En quoi, selon toi, on peut dire finalement que, même si on en a déjà un petit peu parlé, en fait, que le film questionne notre rapport à l'image comme projection de nos fantasmes les plus morbides? Alors finalement, on en a déjà beaucoup parlé. Mais est-ce que tu aurais une manière un petit peu de résumer un petit peu ça? Je te la refais une fois. En quoi justement le film, on peut dire, ou tu pourrais dire que ce film questionne notre rapport à l'image comme projection de nos fantasmes morbides? Pour moi, comme projection de nos fantasmes morbides, oui, bah c'est vrai, bah c'est ça en fait. Tout est lié. Me concernant, c'est lié à la cinéphilie. C'est ce que je te disais. Moi, c'est là, moi, mon fantasme morbide en fait. C'est très méta, comme je te le disais. Oui, effectivement, là, je vais certainement me répéter, mais c'est vraiment ça. C'est ce fantasme morbide, c'est le fantasme d'un jeune spectateur qui ne veut qui regarde. Comment je pourrais dire ça? J'ai cette sensation quand je vois cette actrice Angie Dickinson qui me ramène à mon enfance, quand je la vois se faire malmener de cette manière dans ce film, j'ai l'impression d'être le voyeur pour le coup, et en même temps, c'est pas une question d'aimer ou pas, mais j'ai envie d'en savoir davantage jusqu'où ça peut aller. Et ce fantasme morbide se trouve peut-être, je pense, dans ce que je te disais par rapport à comment il malmène ma propre cinéphilie. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est ça, c'est ce sentiment que j'ai et qui est déstabilisant pour moi en fait. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que quand tu parles de ça, est-ce que tu prends plaisir dans ce fait d'être malmené, toi, est-ce qu'il y a quelque chose dans le rapport qu'on peut avoir avec le cinéma par rapport, j'entends par rapport à ton approche un peu méta du film et à ton rapport très méta au film, est-ce qu'il y a quelque chose assez de masochiste, en fait, si je puis dire, dans le plaisir qu'on peut prendre face à un film de Palma comme celui-ci, qui va malmener? Est-ce que est-ce que tu tires du plaisir un petit peu de cette manière un petit peu de contrecarrer, de brutaliser ta cinéphilie? Non, je ne pense pas, parce que je continue encore à être mal à l'aise quand je vois ce film. Enfin, quand je vois cette ouverture-là. Comme je peux être aussi extrêmement mal à l'aise quand je vois l'ouverture du film Carrie, pour des raisons diverses, hein, pour le coup. Pour des raisons différentes, pardon. Donc, non, c'est... Plus diégétique dans Carrie, c'est peut-être plus propre à ce qui est raconté, peut-être plus que... Exactement. Après, je suis pas, là, pour le coup, ça n'est pas le fait qu'il torde le cou de ma cinéphilie qui me rend mal à l'aise. C'est surtout, je pense, ce qu'il, même s'il y a une doublure, mais c'est c'est comment il malmène ce corps et comment il finit par ensuite le massacrer. Ça me perturbe beaucoup, ça. Après, il a réussi pour le coup, parce que un sentiment sort de cela, en ressort, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est rare ces moments-là en tant que spectateur de cinéma, de me retrouver dans ce genre de situation. C'est très très rare, vraiment. Je le dis sans me jeter des fleurs, mais quand je dis que c'est très rare, peut-être ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, et bon, les 2 fois c'était avec De Palma. Mais j'ai toujours du mal à voir la séquence du début avec quand elle regarde son mari se raser, qu'elle essaye de prendre plaisir et puis qu'elle se fait étouffer, cette séquence dans le musée, la séquence du meurtre dans l'ascenseur aussi, et il y a aussi l'une des dernières séquences où le tueur est arrêté, se retrouve dans un asile psychiatrique et s'en prend à une infirmière. On sait pas trop si c'est un rêve ou pas, parce que l'infirmière quand même porte une
espèce de porte-jartel sous sa tunique. Donc je me dis que là pour le coup il y a peut-être un rêve là-dessus, qu'il y a quelque chose, ou un cauchemar pour le coup, c'est plutôt un cauchemar. Je sais pas trop si c'est véridique, mais c'est impressionnant de cruauté, je ne sais pas si De Palma, enfin, ce film est l'un des films les plus cruels de De Palma. Je pense qu'il a été très très loin. Je pense qu'il y a tu sais, il y a cette histoire extraordinaire de Palma quand il est adolescent et sa mère lui dit elle est persuadée que son père le trompe. Et elle lui dit, il faut que tu trouves des preuves. Et il va trouver des preuves. Il va surgir, voilà, dans le cabinet. Son père était chirurgien, je crois, était médecin. Et c'est comme ça. Et il va l'attraper en pleine infidélité. Et j'avais lu un texte comme ça écrit par Laurent Vachaud et Samuel Blumenfeld dans Les Inrecuptibles dans les années 80, fin 90. C'était un texte incroyable. Et ça dit des choses, ça aussi. Le fils de Cathy Miller dans Tout le monde l'a dit, hein, moi je l'invente pas, mais c'est tellement incroyable. C'est lui. Il a écrit le scénario. Je crois tout seul d'ailleurs, tout seul, je pense qu'il a écrit le scénario. C'est tout seul. Oui. Voilà. Il y a des choses qui sont liées énormément à sa biographie, donc à sa personnalité. Et là, pour le coup. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne pense pas que ça soit le fils. Je ne pense pas que ça soit vraiment lui. Moi, je pense que c'est Michael Caine de Palma. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. On peut y aller, on peut dire les choses parce que bon, Michael Caine. Alors, Michael Caine, c'est quand même ils sont deux à l'intérieur. Et je crois que De Palma, il y a beaucoup de cela en lui. Je pense que pour faire ce qu'il a fait dans Pulsion, il y a une expression, il y a du monde dans sa tête. Ça ne peut pas être autrement, je pense. Et c'est très intéressant, ça aussi. Parce que comment il gère tout ça? Comment il gère toutes ces émotions assez différentes, qui partent parfois d'une réflexion ou pas? Comment gérer cet élan de cruauté? C'est assez incroyable. Et en même temps, comme tu le dis dans ta lettre, il y a une envie irrésistible de s'y coller. Voilà, ce rapport au fantasme, cette morbidité, ce côté dégueulasserie aussi peut-être, mais en même temps irrésistible. C'est une sacrée expérience de Pulsion. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pour ça que en fait, j'étais super content que tu me proposes ça parce qu'on n'est pas pour l'émission, on n'est pas dans un répertoire horrifique à proprement parler, peut-être de manière plus directe ou explicite, mais en même temps il y a quelque chose dans le film que je trouve qui m'a mis bien plus mal à l'aise que dans d'autres films qui arboraient l'étiquette film d'horreur en tant que tel. Il y a quelque chose de profondément, moi il y a ce que je recherche véritablement dans le cinéma d'horreur maintenant, qui est cette idée de se faire triturer là où ça fait mal, où c'est douloureux, ce côté où il y a quelque chose chez De Palma de vraiment, oui, il y a quelque chose de, je trouve que c'est un expert du triturage de trucs qui font pas agréable. Il a une sorte de formidable habileté à faire ça, en fait. Il est très, très habile pour aller chercher, pour aller appuyer là où ça fait mal. Moi, étrangement, en fait, j'en trouve, je te posais la question tout à l'heure, j'y trouve un certain plaisir, en fait, dans le fait d'aller se confronter, justement, à ses limites, à ses ambiguïtés, à cette dégueulasserie un petit peu, parce qu'il y a quelque chose d'assez ludique, qui est de l'ordre de la subversion, hein, finalement. Il y a toujours une sorte de plaisir à la subversion. Mais tu sais, il y a une chose, moi, qui m'a réconforté finalement avec tout ça concernant De Palma. Parce qu'on avance, on continue de les voir, ces films, puis à un moment on se dit, mais c'est qui mais comment il est réellement? Ce sont des questions qui sont pas forcément liées à la critique, mais il y a des moments où on se pose cette question-là, et puis on fait comme tout le monde, soit on assiste, ou soit on regarde ça en replay. On tombe sur la vidéo, cette fameuse conférence cette fameuse masterclass qu'il a donnée à la Cinémathèque le soir de la projection d'Outrage. Bon, ben voilà. Et il est là, il est assis, et il y a son interprète, et puis il y a Bertrand Benoël, je crois, il s'appelle Bertrand Benoël, qui s'occupe de la programmation et de l'animation à la Cinémathèque. Et puis dès le début, hein, c'est pas au bout de 20 minutes, c'est au bout de 5 minutes, ça parle d'Outrage. À un moment, il parle de la musique d'Outrage, et puis il pleure. Il pleure devant tout le monde. Et il dit, quelle histoire incroyable, quelle histoire horrible.
Et ça a surpris tout le monde. Personne s'y attendait à ça. Et ben moi, je vois ça, je me dis, c'est bon, j'ai compris. Ça me réconforte. Ça me soulage un peu. Normal, ça me soulage un peu. Mais c'est intéressant, ça aussi. Ce trop-plein, à un moment, c'est intéressant. Pour ceux qui auraient vu Outrage, peuvent comprendre. Mais ça n'est pas que Outrage, c'est plein de choses aussi. Donc c'est pour ça que ça doit pas être si évident de gérer tout ça, en fait. J'en suis persuadé. Ah mais il y a une ambivalence qui doit être... comme tu dis, il y a une ambivalence dans sa tête, il y a quelque chose d'extrêmement complexe, je pense, et dont les films sont l'émanation. Et c'est rassurant quand on voit quelque chose qui, effectivement, comme tu le dis, cette émotion qui déborde, c'est quand même il y a quelque chose de rassurant derrière ça, sur l'état de l'individu. C'est ça. C'est ça. Il a été libéré. Il s'est libéré. Voilà. Il y a une forme de libération. Alors, ce que je te propose pour la dernière, ce que j'avais mis dans le conducteur, je sais pas si c'était l'idée, c'était d'inverser l'espace d'une question. Si tu avais une question à me poser, que tu sois l'instigateur, si je puis dire, d'un petit échange pour terminer. S'il y avait une question que tu avais à poser, est-ce que tu avais une idée sur laquelle on pourrait échanger, mais que ce soit toi qui poses la question cette fois-ci? Est-ce que Pulsion, grâce évidemment, comme s'il y avait eu un duel qui n'existait pas vraiment. Eh bien, est-ce que Pulsion serait le genre de film de Palma que tu pourrais voir souvent? C'est une très belle question. Et je te répondrai que non. Je sais pas, par exemple, le pire film de Carpenter, je sais que voilà, c'est un cinéma extrêmement important pour toi. Ça ne te dérangerait pas de le regarder de temps en temps. Pulsion, est-ce que c'est le genre de film que tu aimerais regarder, que tu pourrais regarder de temps en temps? Ou alors est-ce qu'il faut une espèce de rituel avant de se lancer dans ce film? Il faut une thérapie pour se relancer. Mais mais tu vois, autant on parlait de Carpenter, The Thing, je le vois au bas mot 3 fois par an. Donc on est vraiment sur une très forte régularité. Pulsion, ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Pour être parfaitement honnête, je l'avais pas vu depuis au moins 10 ans et j'ai eu beaucoup de mal à le revoir. Parce que autant j'ai pris plaisir, comme je le disais tout à l'heure, j'y prends quand même du plaisir à ça, autant c'est un film qui me met foncièrement très mal à l'aise. Ouais. Donc j'ai du mal à revoir. Autant tu vois, voilà, un film de Palma que je peux voir en boucle et que j'ai vu en boucle à une période et que je continue à voir régulièrement, c'est Phantom of the Paradise. Ouais. Il y a quelque chose quand même, malgré les éléments où il va triturer quand même ces trucs un peu morbides, un peu étranges, un peu dérangeants. Il y a quelque chose d'un peu festif dans Phantom of the Paradise qui fait que, alors est-ce que c'est le pendant comédie musicale qui fait ça, je ne sais pas. Mais il y a un truc festif, il y a un truc, mine de rien, où moi je ressors quand même avec il y a une sorte de joie qui émane de soi. peut-être que c'est une mauvaise joie, mais il y a une joie. Mais ça renvoie surtout à ses premiers films expérimentaux, comme Dionysos, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, il y a même une séquence qui est un peu une espèce de, enfin, qui est similaire. C'est ça, je crois, c'est Dionysos, là, le film qu'il fait avec cette troupe de théâtre où à un moment ça part. Ah oui. Ça part dans tous les sens, il danse, il bouge, il gesticule. Il y a de ça un moment je crois que c'est vers la fin de Phantom of the Paradise, je pense. Oui, et puis lui, il est sur un gros plan, il change de cadre, de valeur, de valeur de plan, pardon. Il y a de ça, effectivement, c'est morbide, joyeuse, mais bon. Donc non, Pulsion, non, il a peut-être fait son salaud, les 120 journées de Sodome, je crois. À mon avis. Il y avait un peu de ça, ouais. Et j'en profite pour te retourner la question, pour le coup, toi, même si je pense connaître la réponse. Mais ouais, est-ce que c'est... Non, mais moi, alors, tu vois, c'est ça qui est très paradoxal, pour le coup, parce que je suis toujours aussi perturbé, mais non. Moi, tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te répondre par une autre réponse. Je vais te donner une autre réponse. On m'a posé récemment une question par rapport, on m'a invité pour parler d'un film, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, chez un confrère. Et à un moment, ce confrère me dit, toi, est-ce que tu penses que, alors la zone d'intérêt, bon, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp de concentration, voilà. Et il y a un dispositif, tout ça, mais je pense pas besoin de le dire. Je pense que tout le monde sait de quoi parle la zone d'intérêt et tout le monde connaît le dispositif du film en l'occurrence.
Et ce confrère me demande, est-ce que toi, tu fais partie de quel camp? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il faut tout montrer, ou alors il y a des choses qu'on ne peut pas montrer au cinéma? Je lui dis, moi, je pense qu'il faut tout montrer. Moi, je pense qu'un cinéaste, c'est sa fonction première. Il doit montrer ce qu'il a envie de montrer. Mais il faut que nous arrivions, spectateurs, spectatrices, à comprendre l'enjeu de cette envie de montrer. S'il n'y a pas d'enjeu, là, c'est discutable. Et je prenais comme exemple la séquence de la douche dans la liste de Schindler, où je disais l'enjeu est discutable, et c'est pour ça que je refute ce film. D'accord. Eh bien voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que je continue en fait. Ça m'arrive encore de voir Pulsion, beaucoup plus qu'Harry, mais ça m'arrive de voir Pulsion et de me retrouver toujours dans cette situation très inconfortable et d'aller jusqu'au bout du film, parce que ça fait partie aussi, c'est aussi ça qui me construit et qui me prépare peut-être à d'autres films qui vont arriver dans les prochaines années et qui seront peut-être encore pires que Pulsion ou que Salo ou que La Zone d'intérêt. Je pense que s'il n'y avait pas eu Pulsion et 2-3 autres films, il n'y aurait pas eu cette capacité que j'ai à pouvoir me maîtriser, à pouvoir me gérer pour accepter La Zone d'intérêt dans sa mise en scène, dans son dispositif, ou alors même pour refuser Les Yeux de Schindler. Et donc, il y a des films comme ça que j'ai besoin de voir ou de revoir, qui vont me malmener, qui vont me rappeler que je suis spectateur, et donc j'ai aussi un devoir. Et c'est grâce à tout cela que je peux ensuite, moi, je ne vais pas faire je vais pas philosopher pendant un quart d'heure pour dire pourquoi j'irai pas voir tel film. Pas du tout. Mais ça, c'est impossible, c'est inconcevable. Comme je ne demanderai jamais, comme je ne dirai jamais à qui que ce soit, ne va pas voir ce film. Donc non, donc oui, ça va m'arriver. Moi, Salo, le sang majorité Sodome, là où on attend vraiment l'apothéose, c'est un film qui m'arrive de voir peut-être tous les 2 ans, un truc comme ça, mais oui, je le vois. Je le vois. Et si j'apprends que demain il ressort en salle, j'irai le voir et je le vivrai, quoi. Voilà, donc, parce que là, c'est autre chose, Salo. Donc, je crois même qu'il est encore interdit au moins de 18 ans, je crois, ce film. Ou au moins me semble, oui. Ouais, je crois qu'il est encore interdit. Et voilà ma réponse. Oui, non, mais voilà c'est une très bonne réponse. Et après, je sais que La Pulsion, j'ai du mal. Pourquoi je ne sais pas celui-là en particulier, parce qu'autant ça me dérange pas vraiment de voir des trucs qui sont peut-être beaucoup plus conquistables, des films de la catégorie 3 Hong Kong. Je pense à des trucs comme Ebola Syndrome, qui sont aussi des questions qui, pour moi, là, flirtent encore plus avec la dégueulasserie qu'à Pulsion. Parce que pour le coup, il n'y a pas forcément toujours de quoi justifier, si ce n'est la colère, la crainte, la peur de la rétrocession à Hong Kong en 97. Mais je veux dire, de la rétrocession à la Chine, pardon, de Hong Kong. Donc il y a quand même une justification à la colère et à l'atrocité qui peut être montrée, et au déferlement de violence sans trop de limites. Donc il y a quand même un enjeu hors du film en tant que tel qui justifie ça. Mais bizarrement, c'est des films qui m'amusent beaucoup et que je vais prendre quand même malgré tout plaisir à voir. Et comme tu le dis très bien aussi, moi je pense, tu dis que c'est un objectif, et tu l'as dit après, tu as dit doigt. Moi je pense effectivement un devoir de cinéaste de tout montrer. Vraiment, il faut tout montrer. Ah oui, ça veut dire parfois laisser hors champ. Hein. Laisser hors champ est une manière de montrer aussi. Hein. C'est pas parce qu'on exclure chez hors champ. Donc c'est effectivement, je suis assez d'accord avec toi je suis même totalement d'accord avec ce que tu dis, et je plus totalement. C'est vrai que juste avec Pulsion, j'ai ce truc-là, je sais pas pourquoi, mais il y a d'autres choses qui sont bien pires entre guillemets, si je puis dire, et que je suis capable de voir de manière récurrente, beaucoup plus récurrente. Mais Pulsion, il y a un truc qui fait que ça me triture un peu. Il y a un truc qui me triture, mais c'est qu'il est réussi finalement. Ça va être ça. C'est possible que ça soit ça. Hein. C'est possible que ça soit ça. Non, mais faut le voir. Voilà. Faut le voir. Et justement, pour terminer et pour conclure, je te propose, en fait, est-ce que tu aurais ça peut être un peu tout, quelque chose que tu aurais à nous conseiller pour conclure, pour un petit peu faire perdurer la peur, si je puis dire, au-delà du film, parce que je rappelle que la peur est toujours quelque chose qui est repoussé vers un avenir incertain pour continuer à perdurer. Parce qu'une fois qu'elle s'actualise, elle cesse. Donc je te propose d'essayer de faire perdurer, si je puis dire, la peur, l'angoisse, ta gêne. Est-ce que tu pourrais nous proposer, tu aurais une recommandation à faire
dans la lignée de Pulsion de Palma, qui peut être un autre De Palma, qui peut être un autre film, qui peut être dans un total autre domaine artistique que le cinéma, mais qui pour toi fait écho à Pulsion. Bien sûr, on conseille dans la foulée quand même le festival Microciné, évidemment, qui est totalement une recommandation en lien avec ce qu'on est en train de faire. Allez-y nombreux, venez nombreux, c'est très important. Un film qui ferait écho à Psycho. Un film qui ferait écho à Pulsion. Un film qui ferait écho à Pulsion. Ou autre chose, ça peut être dans un autre domaine artistique aussi, hein. Ça peut être une œuvre littéraire, ça peut être vraiment... c'est une recommandation pour... Ça vient de partout, mais j'essaie de trouver quelque chose. Oui, j'essaie de trouver effectivement quelque chose qui ferait écho à ça, à Pulsion. Qui pour toi peut-être semblerait un peu... imaginons, nous regardons Pulsion lors d'une soirée, il semblerait peut-être nécessaire pour creuser, pour aller, pourquoi pas, dans les mêmes thématiques, ou travailler De Palma, pourquoi pas, ça peut être toujours dans De Palma, et qui te paraîtrait peut-être presque nécessaire d'enchaîner derrière Pulsion. Ah bah ce serait Psycho. Ok. Bien sûr, ce serait Psycho là pour le coup. Ce serait Psycho, mais ce serait effectivement Psycho, peut-être, je pense, peut-être. Et en même temps, j'aimerais bien proposer autre chose qui ne soit pas d'Hitchcock ou de Palma aussi, Ouais. parce que, mais si, j'en ai un. C'est un film français. Oui. C'est un film que j'ai vu en 98 et qui m'a aussi vraiment bien perturbé. C'est Sombre de Philippe Gandrieux. Oui. Et ça, pour moi, ça ferait peut-être écho à Pulsion, parce que il y a un travail d'expérimentation visuelle. Le rapport aussi, si je me souviens bien, il y a une histoire de tueur en série, de femme. Il y a cette rencontre avec une autre femme aussi qui est très particulière, une expérimentation visuelle. Il y a un travail aussi sur le langage cinématographique. Il y a un gros travail avec le spectateur aussi. Donc je dirais ça, Sombre de Philippe Gandrieux, qui a été réalisé en 88. Qui est un film que j'ai jamais vu, hein. Je sais j'en ai vu, j'ai lu beaucoup dessus, j'ai vu pas mal, j'ai vu les trailers, j'ai vu des extraits, mais j'ai jamais vu le film, donc ça le rappelle à ma mémoire, donc c'est top. Ouais, donc après ça ne parle pas de la même chose non plus, hein. Faut pas la fiction dans Sombre, elle est... Non mais ça peut être effectivement, ça peut être simplement aussi une émotion qui fait écho. C'est ça, c'est une émotion qui fait écho. Ouais, c'est ça. Je dirais Sombre, Philippe Gandrieux, 1998. Voilà. Il a fallu un peu de temps, mais pouf, je l'ai trouvé. Sombre, ouais. Moi, je vais rebondir sur une idée aussi de recommandation peut-être dans ce là que moi je fais mais assez naturellement quand j'y réfléchis. C'est pour le coup c'est à peu près de la même époque. On est quand même sur c'est 5 ans plus tôt, mais ça fait quand même écho parce que Hitchcock, parce que De Palma, Blowout, en lien avec Blow Up de Antonioni, et donc le film se veut être aussi une sorte d'écho à Blow Up. C'est les frissons de l'angoisse au profondo rosso d'Argento. Ah oui. Parce que en revoyant en fait mine de rien Pulsion, je me suis dit qu'il y a des moments qui sont finalement très gialesques quand même, notamment ces moments avec la lame de rasoir qui est brillante et qui brille sur l'impair noir de la tueuse pour le coup. Et je trouve ça assez curieux parce que bon, les inspirations de Hitchcock, le lien entre Hitchcock et le giallo, qui est la déclinaison transalpine du slasher, dont Hitchcock est déjà en fait une sorte de première itération, nécessairement à inspirer dans une certaine mesure le giallo aussi de Palma, parce que quand on voit Sisters, il y a aussi quelque chose qui est proche du giallo aussi. Et puis notre rapport de questionnement à l'image, cette posture de voyeur qui est vraiment très renforcé dans Profondo Rosso, où on est souvent en plan subjectif ou en décadrage pour être vraiment dans le regard du tueur porté sur ses victimes ou porté sur le réel. Donc ouais, je mettrais ça un petit peu en lien aussi. Mais voilà, c'est une idée comme ça qui m'est venue. Mais oui, il y a l'onirisme aussi. C'est ce que j'avais lu aussi dans un texte par rapport à l'onirisme. Et puis l'onirisme. Et il y a aussi cette image, comment on pourrait cette image un peu poudreuse comme ça, quelque chose de très vieillotte en même temps, qui éclate dans Obsession, hein. Ça, Obsession, c'est un film assez fascinant. Et mais oui, non, je partage ton avis. Mais je partage ta reco. Je partage ta reco, pas ton avis, ta reco. Et ben moi je partage la tienne
a priori pour l'instant au sens où je suis convaincu, mais bientôt a posteriori puisque je crois que ça va être je vais suivre Taroko incessamment sous peu parce qu'il faut que je le voie et que je ne me rappelais plus et que tu me l'as ramené à ma mémoire, donc c'est très bien. Eh ben écoute, je vais te remercier du fond du cœur pour ce moment-là. Alors on rappelle, peut-être faire un petit rappel, où est-ce qu'on peut te retrouver et peut-être on va peut-être reparler une dernière fois de ce qui se passe dans 4 jours. On a passé minuit? Non, pas encore, donc dans 4 jours. Eh ben on va me retrouver dans 4 jours au festival Microciné, c'est la 2e édition. Microciné, c'est ma chaîne YouTube, elle existe depuis 3 ans. Et le Club de l'Étoile donc nous accueille pendant une journée. 4 films seront programmés. Le premier, c'est La vie de château à 11h. Ensuite, Dieu seul me voit à 14h. Les vacances de Monsieur Hulot à 17h. Et Snake Eyes, le film de Brian De Palma, à 19h. Le Club de l'Étoile se situe au 14 rue Troyon, 75 017 Paris. Donc c'est le métro Charles de Gaulle, si je me trompe pas. Charles de Gaulle Étoile. Et venez nombreuses et nombreux. Et ça nous fera, en tout cas, il y aura de belles choses, j'en suis persuadé. Voilà où on pourra se retrouver toutes et tous le 17 février à partir de 11h. Et puis ce sera l'occasion pour ceux qui viennent aussi de pouvoir te rencontrer aussi, de pouvoir échanger aussi avec toi. Et... Bien sûr. Il y aura des moments de flottement où on pourra se parler et ça sera toujours avec plaisir comme d'habitude. Et puis peut-être un petit vivier aussi de vidéastes YouTube. Je pense je suis même persuadé. Oui, il y en aura quelques-uns. Certains sont passés sur ma chaîne. Il y en a même un qui est allé, il y en a même 2 avec qui tu as collaboré, qui seront là, Desgadi et Kefren, mon tout. Oui, il va y avoir un petit vivier comme ça. Ça va être. J'ai appris aujourd'hui qu'il y en a 2. Guillaume fait son cinéma et une autre personne qui s'appelle Cinéphage. Et ils ont aussi une émission de radio ensemble et je viens de l'apprendre j'ai appris il y a 2-3 heures qu'ils allaient venir eux aussi. Il y a notre ami Cédric, la passion du cinéma, il vient de Belgique. Il y a Desgadi, il y a Valérian, Sinfize, Artopolis, il y a Thierry de Pinson qui sera là aussi. Et il y aura d'autres, il y a la Table Formica, les 2 camarades de la Table Formica qui seront là. Et puis il y en a d'autres, il y en a plein, il y en aura plein. Je les ai oubliés mais je m'en excuse et puis il y aura aussi Delphine Nebor qui travaille pour le groupe Les Cinéphiles, le rendez-vous des cinéphiles qui sera là, il y a Joseph Ali aussi qui est un youtubeur. Et il y a plein de gens, ils sont assez diversifiés et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, quand on aura terminé cette journée, je pense qu'on ira dans un bar-restaurant et puis on refera le monde. Et puis voilà, ça sera l'affaire. Et tout le monde est convié, bien évidemment. Ça me fait chier de pas pouvoir être là. Espérons que cette 3e édition puisse exister et que tu seras là, quoi qu'il arrive. Et ça va être plutôt sympa. Voilà. En tout cas, encore une fois, venez nombreux, c'est important. Donc c'est au Club de l'Étoile, donc samedi, c'est le 17 février pour le coup. Voilà. Donc venez nombreux, c'est important. Il faut pérenniser ce merveilleux événement. Et puis merci de ta venue, Samir. Merci Romain, de ta générosité, de ta gentillesse. Et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Samir. Et puis pour l'épisode numéro 3 de The Horror Movie. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui, au passage, en commentaire, ont été très positifs. Il y a eu beaucoup de retours. Vous avez été nombreux, mine de rien, à écouter. Bientôt, ce sera sur les plateformes de podcast à partir du 3e épisode. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Donc, merci de votre gentillesse, comme d'habitude, de vos écoutes et de vos commentaires. Merci encore une fois du fond du cœur, Samir. Et puis, bonne soirée à tous et à très bientôt. Et à très vite. Merci beaucoup.